Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous. Vous m'entendez? Ah, mais oui, là, vous m'entendez, puisque moi, je m'entends beaucoup plus fort que la première fois. Donc, c'est clair qu'il s'est passé quelque chose. Bien que ce ne soit pas de notre fête, nous vous présentons comme organisatrice de cette table ronde, Kalina et moi-même, nos excuses pour ce retard. Et nous avons décidé de réduire nos interventions forcément extraordinairement importantes que nous avions prévues pour laisser évidemment la place et le temps de parole à nos intervenants. Juste 2 mots d'introduction. D'abord, moi, je voudrais dire comme présidente et fondatrice du Comité 21 que je suis ravie d'organiser avec Kalina et avec Sébios cette table ronde parce que j'apprécie énormément ce que Sébios fait et depuis le temps qu'existe le Comité 21, je suis ravie. Alors, on peut évidemment le regretter parce que si la biodiversité était moins au centre de nos préoccupations, ça veut dire qu'elle se porterait mieux. Mais en même temps, à un moment donné, elle a été un peu effacée par rapport au climat du champ des préoccupations environnementales. Et malheureusement, et heureusement, malheureusement parce que nous avons une grosse inquiétude et heureusement parce que j'espère que nous y mettrons au niveau international et nous y mettons au niveau national de gros moyens, nous allons essayer de faire face comme à tous les défis qui se présentent devant cette perte de biodiversité ou de nature. Voilà. Première observation. Deuxième observation. Sur l'ensemble de la table ronde, nous avons des intervenants très divers. Nous avons aussi beaucoup d'intervenants venant des entreprises. Et je crois que ça, c'est un signe très, très important. Il y a 10-15 ans, les entreprises auraient été extrêmement timides sur ce champ de préoccupation. N'est-ce pas, cher ami? Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Bettina. C'est un honneur que d'être aux côtés du Comité 21 et en particulier à tes côtés, Bettina, aujourd'hui. Nous sommes ravis que Sébios soit associé à la fois à ProDurable et en particulier à ce grand débat sur la question de la place et de l'alliance, la nouvelle alliance à créer avec la biodiversité dans cette question et cet enjeu majeur qui va être l'adaptation au changement climatique, hein, qui de toute façon est largement inévitable, comme vous le savez tous maintenant. Et donc Sébios est le Centre national d'études et d'expertise dans le domaine du biomimétisme et de la bio-inspiration. Et alors ce sujet a pleinement sa place dans les solutions fondées sur la nature, ce que peut-être un certain nombre d'entre vous ne savent pas, c'est que la bio-inspiration et le biomimétisme fait partie de la définition officielle des Nature-Based Solutions, donc solutions fondées sur la nature, telles que elles ont été définies à l'Union européenne. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons souhaité que ProDurable nous a proposé d'intégrer également cette question de la bio-inspiration, cette prise de recul sur une nouvelle façon de collaborer avec le vivant en s'en inspirant pour ces questions d'adaptation au changement climatique. Donc pour des raisons, on va passer directement maintenant au fil des intervenants pour entendre leurs différents témoignages et leurs retours d'expérience sur cette relation qu'ils ont tissée avec la biodiversité. Pour des raisons sanitaires, je pense que c'est comme le cas comme sur toutes les tables rondes auxquelles certains d'entre vous auront participé. On va devoir le faire au regard du nombre d'intervenants en plusieurs sessions qu'on va appeler donc les intervenants successivement sur scène. Par ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore participé à des débats questions-réponses, une fois de plus dans ces questions sanitaires qui nous contraignent à ne pas utiliser de micro en salle, vous avez sur la page en fait ProDurable du programme de ce grand débat, donc sur la page du grand débat, un petit lien pour vous connecter et pouvoir poser vos questions par écrit, et c'est moi qui vais les recevoir là sur la tablette devant moi et pourrai y répondre en fin de session et d'intervention de l'ensemble de nos différents intervenants. Donc Bettina, je vais te laisser la parole. Merci, donc il va falloir être très discipliné, bien que très dynamique, et pour commencer, j'appelle à nos côtés Aurélie Tailleur, qui appartient à l'ADEME, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc je vais me mettre là avec elle 2 minutes pour... voilà. J'aurais tout fait dans ma vie, présentatrice et tout, madame. Alors, tiens, non, on se met là, voilà.
Voilà, alors Aurélie, on va cadrer un petit peu ensemble le débat. Moi, je suis ravie de vous accueillir à ce débat. Ce qui, là aussi, il y a 10-15 ans, je ne sais pas si l'ADEME aurait vraiment parlé de biodiversité, je ne le crois pas. En fait, je sais qu'elle ne l'aurait pas fait, parce que ce n'était pas vraiment dans ses missions. Juste 2 mots pour cadrer un petit peu. Nous avons au comité 21 commis, il y a 3 ans maintenant, un livre en lien avec le CNRS qui s'appelle L'adaptation au changement climatique. Et dans l'adaptation au changement climatique, voilà le livre, merci beaucoup Kalina. Dans ce livre, nous avons plus de la moitié qui est consacrée à la biodiversité. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nous parlons de nature. Donc, il y a la première interrogation qui est est-ce qu'on parle de biodiversité ou est-ce qu'on parle de nature ? Par exemple, la Convention internationale s'appelle biodiversité, l'Union internationale de conservation de la nature s'appelle nature, les solutions s'appellent fondées sur la nature. Cette expression, d'ailleurs, a été inventée par l'UICN en 2009, donc ça fait bientôt, enfin non, ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant qu'elle se répand. Il y a d'ailleurs, et je vous conseille de le lire, un avis extrêmement intéressant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité sur les solutions fondées sur la nature. Et la Fondation dit c'est un concept extrêmement intéressant, mais est-ce que c'est un concept vulgarisateur et est-ce que c'est un concept qui, par l'engouement qu'un tas d'acteurs ont pour lui, va faire un petit peu disparaître, entre guillemets, la gravité de la situation de biodiversité. Alors nous, on ne le croit pas, mais cet avis est très intéressant à lire parce qu'il nous recadre scientifiquement le côté finalement un peu onirique, enthousiaste que peut avoir les solutions fondées sur la nature. Sous-entendu, la nature a toutes les solutions. Moi, j'en suis un petit peu persuadée, à condition évidemment qu'on l'aide beaucoup la nature et qu'on ne fasse pas comme avant, c'est-à-dire aider à ne plus faire ce qu'elle sait très bien faire. Et malheureusement, nous venons de vivre un épisode là-dessus extrêmement éloquent et dramatique. Deuxième observation avant de te laisser la parole. Il est évident que la biodiversité est aujourd'hui au cœur de toute la responsabilité sociale et environnementale. La plateforme RSE vient de sortir d'ailleurs un avis qui a été adopté en juin dernier sur le rôle des entreprises dans la biodiversité. Et donc, on voit bien, de toute façon, dans les différents textes européens, la biodiversité est une préoccupation importante et maintenant, les entreprises doivent rendre compte. Alors, je voudrais d'abord vous demander comment, à l'ADEME, vous finalement encadrez ce mouvement des entreprises et quels sont vous qui historiquement êtes chargé de la maîtrise de l'énergie, du climat, de toute finalement la sobriété énergétique, comment vous abordez ce thème de la biodiversité ? Alors là, je vais vous donner un petit exemple de la manière dont on travaille sur la biodiversité. Un exemple qui est assez récent, parce que voilà, moi j'interviens spécifiquement à l'ADEME pour appuyer la coordination de l'ADEME sur le projet Artisan. C'est un projet LIFE qui est porté par l'OFB. Et dans le comité 21, le plaisir de faire partie. Exactement. Voilà. Donc là, voilà, l'ADEME également fait partie de ce projet, extrêmement mobilisé pour accompagner les acteurs économiques et les collectivités dans la mise en œuvre de ces solutions, dans les stratégies d'adaptation. Donc derrière, ce sont des actions pour accompagner à l'échelle de filières ces acteurs, également des accompagnements à l'échelle de territoire, en se focalisant notamment sur certains secteurs particuliers. Et puis en ce qui concerne les collectivités, on va retravailler sur les documents de planification territoriale, sur comment intégrer au mieux ces solutions. Et il s'agira aussi de structurer la filière des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc une filière qui est très vaste, qui peut avoir des multiples applications, très diffuses. Et derrière, c'est comment on peut établir un plan d'action avec ces acteurs pour la renforcer, la rendre plus visible, efficace. Et est-ce que vous avez à côté de ce programme finalement un plan biodiversité dans l'ADEME? Ce que je veux dire, c'est que c'est un programme spécifique et particulier
ou bien est-ce que à chaque fois que vous traitez le climat, comme beaucoup d'organismes aujourd'hui, vous pensez à la biodiversité? Alors, comme vous l'avez dit, c'est assez récent. À l'ADEME, effectivement, il y a 10-15 ans, je pense que voilà, la biodiversité n'avait peut-être pas ce statut, même si on parlait déjà de solutions fondées sur les écosystèmes, c'est quand même pas tout nouveau. Mais derrière, le niveau d'investissement n'était pas si conséquent. Et je pense que c'est Artisan qui va apporter un nouveau souffle, une impulsion pour l'investissement. Quelle est la durée de ce projet Artisan? Vous pouvez nous le décrire un petit peu? Donc c'est un projet qui va se conduire sur 8 ans, qui se lance là tout juste, et qui mobilise 29 partenaires. Donc voilà, que ce soit des collectivités ou d'autres organismes locaux qui vont être en charge de mettre en œuvre des sites démonstrateurs. Ou voilà, des associations. On va retravailler sur l'ensemble des freins et leviers à l'adoption de ces solutions. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a une réflexion internationale dont certains acteurs sont porteurs. À titre personnel, je pourrais en parler si vous voulez, je suis extrêmement prudente là-dessus, qui est de dire qu'il y a trop de conventions internationales et qu'il faudrait rassembler ces conventions, climat, biodiversité, lutte contre la désertification. D'aucuns même se disent que, comme tout est en retard ou reporté avec le Covid, on ne sait même pas si va se tenir en janvier ou pas le congrès de l'UICN à Marseille. On s'interroge, je crois, d'après ce que je sais. Beaucoup se disent que, en fait, on devrait en profiter pour traiter l'ensemble des sujets ensemble et je veux dire, tout en même temps, faire une espèce de forum rassemblant les 3 conventions, et par ailleurs, profiter de 2022, c'est-à-dire les 50 ans de Stockholm et les 30 ans de la conférence de Rio, pour s'interroger sur la pérennité de ces 3 conventions, ou bien faire quelque chose d'important. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans un organisme français comme l'ADEME, finalement, ce que vous faites, c'est-à-dire vous intéresser à la biodiversité, c'est un peu les prémices de ça, c'est-à-dire de rassembler au niveau français un certain nombre de sujets. Et deuxième question, est-ce que vous avez des relations institutionnelles fortes avec tous les organismes de biodiversité et l'agence aujourd'hui qui vient de se créer? Alors, à nouveau, voilà, le sujet est assez récent et est en train de se structurer à l'ADEME, donc ce sont des premiers pas. J'avoue que je ne vais pas pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. En fait, j'étais plutôt partie là pour présenter un peu plus en détail quels sont les 2 types d'approches de solutions fondées sur la biodiversité. Non, mais ça, c'est votre travail d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'ADEME, l'intérêt de l'ADEME, c'est d'être très concret, donc c'est très intéressant. Mais juste pour, je ne vais pas vous entraîner dans les sphères internationales, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des gens qui travaillent à l'ADEME, la biodiversité est une préoccupation? Bien sûr, c'est une préoccupation croissante. Donc à l'ADEME, on est déjà un certain nombre impliqués directement d'artisans au niveau national sur des actions assez transversales, mais c'est aussi tout un dispositif régional qui est en train de se monter, donc animé par l'OFB. Et dans chacune des régions, on aura des référents ADEME qui travaillent sur l'adaptation au changement climatique, qui seront amenés à travailler également sur comment inclure la biodiversité dans ces stratégies. Et les exemples que vous allez nous montrer, c'est du biomimétisme ou pas? Alors, je vais faire 2 grandes catégories. Alors, parfois, ça peut être du biomimétisme fondé sur la nature, etc. La frontière n'est pas si hermétique. Donc, je vais vous présenter les 2 types d'actions. Donc, merci. Des solutions qui s'inspirent sur le modèle de la nature, ce qui s'inspire pour produire le transférer à des systèmes peut-être technologiques, de management, ou peut-être des écosystèmes également anthropisés. Et une autre catégorie où là, on va agir par définition directement sur les écosystèmes pour essayer de faire exprimer des fonctions écosystémiques qui vont nous intéresser en termes d'adaptation. Donc derrière, voilà, vous avez des petites vignettes qui vous illustrent différentes solutions qui peuvent répondre à différents enjeux. Vous savez que l'adaptation au changement climatique finalement va impliquer des conséquences assez différentes, peut affecter profondément les activités économiques à travers, voilà, en impactant l'ensemble des maillons des filières, mais à travers aussi des aléas qui peuvent être très diversifiés.
Et, donc vous avez là par exemple une petite photo d'une prairie, qui est un exemple voilà, de biomimétisme, mais parce qu'on s'inspire de la nature, on le transpose à un écosystème anthropisé, on est vraiment entre les deux. Derrière, là, il s'agissait d'optimiser son système de production par rapport à des ressources hydriques qui diminuent. Et derrière, voilà, comment on peut combiner différentes espèces dans cette prairie pour être plus résistant. Vous avez un autre exemple à gauche, cette fois-ci qui relève plus du biomimétisme, s'il faut faire des catégories, où là, on va s'inspirer, des chercheurs travaillent sur le papillon morpho. C'est un papillon qui a la capacité de refroidir son corps en cas de forte chaleur en émettant des rayonnements infrarouges. Et derrière, ça peut être des idées qu'on peut transposer dans la conception de panneaux photovoltaïques qui soient résistants à des très hautes températures, comme par exemple dans le désert. Si on prend la catégorie droite, agir sur les écosystèmes, vous avez deux exemples où là, on va chercher à protéger nos infrastructures en travaillant sur les écosystèmes. Donc c'est le cas de Center Park, un nouveau parc là, qui est en cours de conception en Lot-et-Garonne, où derrière, on a des enjeux à la fois de protection par rapport à des risques d'incendie, mais également des enjeux en termes de confort thermique pour des bungalows pour lesquels on avait un enjeu à ne pas les équiper en climatisation. Donc derrière, voilà, comment on peut combiner protection contre les incendies et des problématiques. Là, c'est un service écosystémique, oui. En fait. Hein, oui, c'est ça. C'est ça. Là, on agit sur les écosystèmes pour rendre un service écosystémique. Et ça sera le cas également en termes d'aménagement du littoral. On sait que les écosystèmes naturels peuvent nous protéger par rapport à des impacts liés à la montée des mers. Donc tout ce qui est érosion, submersion. Et là, vous avez un petit exemple, une petite photo d'une mangrove avec le projet justement qui va démarrer en Martinique. On va travailler à la restauration de ces mangroves pour atténuer les impacts liés à la montée des océans. Et voilà. Donc voilà quelques exemples, juste pour dire aussi, je les ai illustrés un petit peu rapidement, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que ces exemples, effectivement, vont nous permettre de nous adapter, mais aussi nous apporter des co-bénéfices. Donc c'était le cas quand on agit sur les écosystèmes, on cherche également à préserver la biodiversité. Quand on travaille sur du biomimétisme, alors par définition, voilà, on va essayer de s'intéresser pas forcément spécifiquement à la biodiversité, ça peut dépendre des projets, mais en tout cas, on essaie de répondre à des défis globaux en termes de développement durable. Et derrière, si on s'intéresse à ces solutions, c'est parce qu'on a observé que dans la nature, elles présentaient des particularités intéressantes en termes de gestion de l'énergie, des ressources, et c'est le cas du papillon morpho en particulier. Donc je vous rejoins par rapport au fait que les solutions fondées sur la nature ne sont pas des solutions magiques. Si on veut qu'elles s'expriment, on a besoin d'elles, et si on veut qu'elles s'expriment tout leur potentiel, il faut réellement qu'on les intègre dans des trajectoires d'adaptation au changement climatique. Et ici, vous avez un exemple du parc national du Haut-Jura, avec ce parc qui a dès 2010 travaillé sur une stratégie d'adaptation de la forêt. Alors la forêt, parce que voilà, ça effectivement d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue stockage carbone, atténuation, c'est particulièrement important, mais ça a aussi un intérêt d'un point de vue économique. Il y a une forte activité forestière de prélèvement de bois, c'est également aussi à valoriser en termes touristiques. Donc derrière, dès 2010, on observe des premiers impacts. On pressent que ces impacts vont être de plus en plus forts. Et l'objectif, c'était de travailler immédiatement pour améliorer la robustesse de manière à ce que cet écosystème garde ses fonctions écosystémiques et qu'on n'attende pas trop une fois que le système soit trop détérioré pour pouvoir retravailler dessus. Donc très rapidement, il y a plusieurs phases là en fait dans cette stratégie. Une première phase où il y a une vocation à maintenir le modèle économique tel qu'il existe. Donc il y a eu un gros travail déjà de cartographie à l'échelle de la parcelle, de la sensibilité de la forêt, qui a poursuivi avec la conception de méthodes de diagnostic que les forestiers puissent mettre en œuvre chez eux et de manière à ce qu'ils puissent adapter leur gestion par rapport à la fragilité de leur système. C'est passé également par de la formation de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués sur ce secteur-là, également des élus. Et derrière, on voit que c'est bien une stratégie en continu. Au-delà de ces diagnostics, il y a eu aussi l'objectif de constituer un réseau d'observation de manière à capter de l'information en continu et de pouvoir adapter sa stratégie au fur et à mesure. C'était une première phase et on voit à nouveau que ça se poursuit.
avec peut-être à un moment donné une remise en question du modèle économique. Pour l'instant, on est plutôt sur des phases d'observation. En tout cas, sur cette deuxième phase, on est également sur une démarche qui est plus globale, où là, on va s'intéresser à l'ensemble des activités du parc pour travailler sur des actions transversales d'adaptation et non plus uniquement sur la forêt. Donc, une petite illustration sur l'importance d'intégrer ces solutions dans une trajectoire en évaluant les conditions dans lesquelles elles restent encore efficaces avec ce système d'observation en continu. Derrière, c'est également une combinaison de solutions. Alors là, on est sur la forêt, donc on le ressent peut-être moins, mais voilà, il y a la solution fondée sur la nature, mais il y a aussi beaucoup de formations, de sensibilisation qui sont nécessaires. Et c'est également un suivi très fin en termes d'études des écosystèmes et du vivant, en particulier pour évaluer les impacts au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup. En vous écoutant, en fait, on a surtout l'impression qu'il faut restaurer les solutions fondées sur la nature. Parce que finalement, les solutions fondées sur la nature, avant qu'on détruise la nature, elles étaient naturelles. C'est-à-dire qu'elles s'épanouissaient naturellement dans un équilibre qu'on appelle biosphère. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, il faut finalement donner un coup de pouce à la nature pour que elle rende les services qu'elle rend naturellement. En fait, c'est pour ça que vraiment l'adaptation, c'est de la restauration. Je veux dire, et moi, je voudrais redire ici que je pense qu'on a traité l'adaptation trop tard, qu'il faut vraiment se lancer dans cette adaptation, parce que pendant très longtemps, on a cru que le concept d'adaptation retardait l'atténuation, alors que les deux, au niveau climatique, se conjuguent totalement et sont complètement ensemble. Et c'est pour ça que c'est bien que l'ADEME se préoccupe de ces problèmes, puisque l'ADEME est l'agence de l'atténuation, mais maintenant elle ne peut plus être simplement l'agence de l'atténuation. Et je sais que Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, a vraiment insiste beaucoup aujourd'hui sur l'adaptation. Oui, je confirme, c'était l'objet aussi de ma petite image là pour terminer. On voit que le vivant a des capacités énormes d'adaptation, mais derrière c'est bien effectivement des systèmes qui répondent à 3 enjeux collectifs de manière conjointe auxquels il faut travailler. Donc à la fois l'atténuation, parce que voilà, même s'il y a de fortes capacités d'adaptation dans le vivant, il y aura quand même des limites et il faut en tenir compte et travailler également à l'atténuation. L'adaptation, là aujourd'hui on observe déjà les impacts du changement climatique et il faut réagir dès maintenant si on veut continuer à être efficace. Et puis biodiversité, parce qu'on se rend compte que c'est une alliée avec laquelle on ne peut pas jouer sans. Et puis oui, par rapport à votre remarque, effectivement, restaurer le vivant. Après, c'est vrai que derrière solutions fondées sur la nature, on distingue souvent aussi 3 types d'actions. Donc on parle de gestion, d'amélioration de la gestion durable des écosystèmes, où là on n'est plus vraiment sur la restauration d'un système naturel, mais plutôt essayer de jouer sur des mécanismes écologiques qui sont existants quand même dans des systèmes plus ou moins anthropisés. Il y a de la protection de systèmes existants. Protéger, restaurer. Voilà, merci. Et vraiment compenser quand c'est vraiment, quand on a épuisé les 2 premiers. Je me permets peut-être, comme il y a des questions qui sont spécifiques à Aurélie et qu'après je ne sais pas comment on va gérer la logistique des questions, je propose, il y a des questions générales sur lesquelles Bettina et moi-même pourrons répondre, mais il y a des questions très spécifiques. Il y a une première question, et c'est possible de faire des réponses courtes, Aurélie. Donc, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire dans le projet artisan si des territoires sont intéressés à le déployer ? Alors, dans la salle, nous avons Mathilde Loury qui est porteuse de ce projet. Est-ce que Mathilde peut se manifester là? Voilà, merci. Donc, une réponse succincte en termes de budget. Le budget avec les financements européens pour ce projet-là sont déjà attribués aux différents partenaires. Donc, on a déjà une dizaine de sites démonstrateurs. Il n'y aura pas des financements dans le cadre du projet directement. Par contre, c'est vraiment l'idée d'avoir un réseau dans lequel on partage des ressources. Et là, effectivement, les plateformes régionales sont ouvertes, le réseau national est ouvert pour vous aider à mener à bien votre projet. Merci. Il y a une deuxième question. Et je vais faire une plaisanterie. Si vous êtes membre du comité 21, vous êtes d'office dans le réseau, puisque nous, on est partenaires. Voilà.
Une autre question, toujours pour Aurélie. Comme voilà, la question de la prise en compte de la biodiversité s'adresse surtout en fait aux gestionnaires, est-ce que l'ADEME travaille en direct avec les gestionnaires comme les PNR, éventuellement les ONF ou les CNPF au niveau national pour pouvoir en fait articuler ces actions? L'action là de l'ADEME par rapport à ces acteurs-là est plutôt régionale au final. Et effectivement, peut-être que ça va amener maintenant à se structurer à l'échelle nationale. Mais en région, il y a effectivement un fort investissement des collègues de l'ADEME pour accompagner ce type de projet, notamment auprès de certains parcs naturels régionaux. Merci. Bon, mais merci beaucoup Aurélie. Moi j'adore ce mot du programme artisan, parce que je suis persuadée que les artistes et les artisans ont compris la destruction de la nature bien avant les politiques, les hauts fonctionnaires, mais en même temps que les scientifiques. Alors, on va passer à notre table ronde. Tout à fait. Voilà. Et donc, je vais appeler ensemble, oui. Voilà, Marc Barra, qui est écologue à l'Agence régionale de biodiversité, de l'Île-de-France, que voilà. Pierre Victoria, qui est le directeur du développement durable de Veolia. Et Tolga Koskun, j'espère que je dis bien Koskun, et pas, il ne faut pas dire, voilà, oui, qui est le directeur du pôle diversité de l'ARP Astrance, et donc il va effectivement nous expliquer. Alors, vous avez tous, d'après ce que je sais, des interventions passionnantes avec des diapositives, etc. On avait choisi un ordre, donc vous commencez. Voilà. Et en l'occurrence, vous allez nous parler ensemble des solutions fondées sur la nature, beaucoup, d'après ce que je sais, mais incarnées dans les entreprises, traitées par les entreprises, voilà, qui sont toutes d'ailleurs de dimensions diverses, puisque le grand groupe est au milieu, encadré par d'autres entreprises. En fait, un peu, en gros, le secteur privé. Voilà. Alors, c'est une série d'exemples, donc je vais vous laisser les présenter. Allez-y. Merci. Je vais me mettre là. Moi, je représente plutôt les collectivités, donc je vais vous montrer des exemples de solutions fondées sur la nature mises en œuvre dans les collectivités. Effectivement, donc moi, je suis à l'ARB Île-de-France, qui est un observatoire de la biodiversité en Île-de-France. Qu'est-ce qu'on fait? On fait chaque année des états de santé sur la biodiversité. Donc on montre qu'il y a des baisses depuis une dizaine d'années sur la biodiversité en milieu agricole, en milieu urbain également. Et comme vous disiez tout à l'heure, on sent aujourd'hui que la question de la biodiversité, elle est postérieure à celle du changement climatique. Et on voit qu'il commence à y avoir des conflits entre acteurs de la transition énergétique et acteurs de la biodiversité. Des conflits au niveau des énergies renouvelables, on le voit avec les conflits entre les oiseaux, les chiroptères et puis les éoliennes, les panneaux solaires et le foncier, les zones humides. Des conflits dans le bâtiment, les bâtiments bien isolés aujourd'hui, passifs, BBC, ne sont pas forcément ceux qui vont accueillir du vivant. Et il y a un truc qui nous réunit tous, c'est cette idée de solution fondée sur la nature qui a un double bénéfice, climat, biodiversité. Et moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que ça marche. Ça fonctionne et on commence à le voir sur le terrain à travers des expérimentations. Donc si on peut faire apparaître peut-être la première photo, j'ai choisi deux exemples qui sont issus de l'opération Capitale française de la biodiversité qu'on anime avec l'OFB depuis une dizaine d'années maintenant, qui est un peu une machine à récolter les bonnes pratiques. Voilà, là c'est une solution fondée sur la nature pour la gestion de l'eau et qui est complètement fondée sur la biodiversité. On est à Sarcelles, dans le nord de Paris, territoire qui a été inondé dans les années 92 et qui est soumis à un très fort risque d'inondation. Et sur la photo qui est en haut à gauche, sous la route, c'était une rivière qui a été canalisée, le Petit Rhône, busé, dans des tuyaux finalement, dans des infrastructures grises. Et le SIA, le syndicat hydraulique, a entrepris la restauration de cet écosystème. Et vous voyez à droite, c'est devenu une rivière qui est aujourd'hui fonctionnelle, qui permet d'accueillir de la biodiversité et de réguler l'écoulement.
Et puis plus récemment, tout en bas, c'est une zone humide qui a été créée, une zone d'expansion des crues, donc qui vient remplacer, c'est de la restauration là, qui vient remplacer un milieu urbanisé. Et on est sur une zone de 12 hectares, favorable à la biodiversité, qui peut accueillir près de 55 000 mètres cubes d'eau, tout ça avec un suivi scientifique, etc. Et ces exemples-là montrent qu'on peut effectivement faire d'une pierre deux coups entre protection, restauration de la biodiversité et adaptation au changement climatique, notamment sur l'eau. Alors ça a duré 10 ans d'études, hein. On pourra en reparler tout à l'heure. C'est une opération qui coûte cher, qui a pris 10 ans. C'est une révolution culturelle parce qu'aujourd'hui, il se pose la question des moustiques, des rats qui pourraient peupler ces zones humides. Donc il y a tout un process comme ça qui est compliqué. Mais on pourrait, Tolga parlera des coûts, je pense, tout à l'heure. Mais si vous comparez les coûts de cette zone humide d'une centaine de milliers d'euros à des cuves enterrées en béton ou des stations d'épuration qu'il aurait fallu installer, finalement, c'est pas cher. L'autre exemple, je déroule les exemples. Allez-y, oui. L'autre exemple sur l'autre aspect du changement climatique qui va vraiment nous frapper dans les prochaines années, c'est la chaleur. Et là, on est à Lyon, donc c'est la métropole de Lyon qu'on a récompensée au titre de capitale française de la biodiversité 2019. Tout autre cas de figure, milieu urbain très très dense. La rue Garibaldi, que vous voyez en photo, elle est assez verte ici, mais elle n'était pas comme ça il y a 20 ans. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entrepris la restauration de la rue en plantant des arbres notamment. Ils en ont gardé 80 existants. Ils en ont planté 150 de 12 espèces différentes. Et puis, pour montrer que les solutions fondées sur la nature, elles peuvent aussi venir de l'adaptation du milieu urbain existant, là où ils ont été très intelligents, à mon sens, c'est qu'ils ont utilisé une vieille trémie sous la voirie pour récupérer les eaux pluviales. Parce que pour que les arbres rafraîchissent, il faut les arroser pour générer de l'évapotranspiration, sinon ils sèchent. Et donc, ils récupèrent les eaux pluviales tout au long de l'année. Ils ont installé des tensiomètres sur les arbres pour voir quand ils étaient en manque d'eau. Et dès que les arbres sont en manque d'eau, donc en période de canicule, logiquement, ils arrosent abondamment et les arbres se mettent à évapotranspirer. Et vous avez les résultats ici présentés par Frédéric Ségur, qui est le chef de projet. Il montre qu'il y a une réduction de la température sous les arbres de 2 à 3,5 degrés en moyenne en plein août, en plein été. Alors donc ça fonctionne. Ça marche s'il a plu. Non, ça marche si on récupère, comme ils l'ont fait ici, les eaux de pluie au préalable. Sinon, ça marche évidemment quand il pleut. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que imaginez qu'il ne pleuve pas pendant 2-3 mois, elles sont vite épuisées, vos réserves d'eau de pluie. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas faire ça partout, notamment aux endroits où il ne pleut pas. C'est pas sur l'expérimentation. C'est quand même ce qui va nous arriver, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais il y a aussi l'ombrage des végétaux qu'on néglige bien souvent et qui permet de réduire la température aussi, tout autant que l'évapotranspiration. Enfin, en tout cas, on peut le faire, on peut reconfigurer des voiries pour faire des solutions fondées sur la nature. Et là, pardon de vous interrompre, justement, je sais bien que vous représentez l'agence de France, etc., mais vous faites ça en lien avec des entreprises, ou pas, ou c'est simplement les services municipaux? Alors, on travaille principalement avec des collectivités, mais tout ça, toutes ces expérimentations-là génèrent beaucoup de travaux par des bureaux d'études, par des entreprises qui vont reconfigurer la voirie, par des chercheurs aussi qui sont associés eux-mêmes à des entreprises qui vendent par exemple les tensiomètres, etc. Donc en fait, chaque expérimentation en matière d'ingénierie écologique va générer derrière de l'emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que les grands distributeurs d'eau, dont il y a un représentant à ma gauche et l'autre, avant peut-être qu'il ne soit qu'un, je ne sais pas, est-ce que vous avez des liens avec eux pour finalement multiplier ce type de solution? On pourrait, mais pas nécessairement. Et c'est peut-être l'objet de mon prochain message, si on peut voir la diapo d'après. C'est qu'aujourd'hui, on parle de biodiversité. Moi, mon rôle, c'est défendre la biodiversité dans la conception et la gestion des infrastructures vertes et des solutions basées sur la nature. Globalement, aujourd'hui, on fait quand même business as usual quand on fait des infrastructures vertes. À gauche, je vous ai mis une noue urbaine qui récupère les eaux de pluie. Si on creuse un peu, c'est plutôt une solution basée sur le béton, entre guillemets, je grossis, qui a été déguisée en verre. Si on creuse dessous, il y a encore des tuyaux, finalement, il y a eu du terrassement, il y a eu des engins, il y a eu du BTP, c'est rectiligne, il y a des bâches plastiques, etc. Et je trouve que finalement, globalement, notamment en ville, on est encore plus dans l'ingénierie civile,
qui va faire un peu de verre derrière, on le voit sur les toitures végétalisées hein, d'ailleurs, et pas vraiment des solutions basées sur la biodiversité. Comme il y a à droite, on est à Crépy-en-Valois, sur la même chose, une noue, sauf qu'il n'y a aucun tuyau, rien du tout, c'est de la terre, des plantes diversifiées, il y a une prise en compte de la biodiversité génétique, spécifique, etc. Et puis il y a l'aspect sauvage aussi, qu'on n'est peut-être pas prêt à accepter. Et ces deux types d'exemples ne font pas du tout travailler les mêmes entreprises. À droite, vous avez ce que j'appelle, et on est plusieurs à appeler le génie écologique. Et c'est ça, en fait, le message aujourd'hui, c'est que ces solutions basées sur la nature, elles ont besoin de compétences en génie écologique, des gens qui connaissent le vivant, et pas nécessairement ce à quoi on pense dès le départ, une entreprise de BTP avec un paysagiste, etc. Donc, à mon avis, il y a matière, quand on va parler de solutions fondées sur la nature, à transformer l'emploi aujourd'hui, des métiers classiques liés à l'eau, liés aux espaces verts, liés au sol, mais version terrassement, à des métiers de compréhension du vivant et de génie écologique, on en a besoin. Et j'ai envie de vous poser une question malicieuse. La grande forêt qui va de l'école militaire au Trocadéro, c'est quoi ça? C'est pour quand? Ça va se faire? Alors c'est vrai que c'est la mode des forêts urbaines en ce moment. C'est difficile à définir. D'ailleurs, une forêt, hein, pour l'ONF, c'est 50 arts minimum. Donc les micro-forêts, c'est plutôt des boisements urbains. Là, c'est exactement la même chose. Dire qu'on va faire une micro-forêt, c'est assez facile. Ce qui compte derrière, c'est d'amener des compétences en écologie et de se dire à quel endroit on va le faire. Est-ce qu'elle a un rôle de continuité écologique en milieu urbain? Qu'est-ce qu'on va planter? Ou justement, qu'est-ce qu'on ne va pas planter? Et c'est un peu l'idée des forêts Miyawaki, on va laisser le vivant s'exprimer spontanément, comme dans les friches hein, finalement. Les friches, en milieu urbain, c'est là où il y a le plus de biodiversité. Est-ce qu'on va tenir compte des sols, etc. Donc, moi je suis pour hein, les projets un peu symboliques, politiques, allez on fait une forêt en ville, etc. Mais ce que je vous demande, c'est d'être indiscret. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel la région, la ville travaille effectivement? La ville de Paris. Moi, oui. Je ne travaille pas pour la ville de Paris, donc oui, j'en sais rien. Non, je ne suis pas dans les petits papiers là, on sur cette connaît forêt. la vie quand même. Mais je pense que ça va. Enfin, j'espère que l'Île-de-France et Paris se causent. Ça dépend sur quel sujet. Mais oui, je pense que ça va se faire. En tout cas, nous, on pousse hein, pour qu'il y ait ce type de démonstrateur. Honnêtement, il n'y a pas assez de démonstrateurs en milieu urbain aujourd'hui de ces solutions fondées sur la nature. On reste un peu dans le classique, le projet d'aménagement d'écoquartiers. On va faire des toitures végétalisées, des murs végétalisés, des noues, etc. Mais quelque chose de plus ambitieux. Et si je peux terminer là-dessus, du coup, ma dernière diapo, c'était ça. C'était parler de désertificialisation des sols. C'est de se dire aujourd'hui, notamment dans les villes denses, on n'a plus assez d'espace, plus suffisamment d'espace. Il va falloir aller reconquérir des espaces qui sont urbanisés, qui sont bâtis. Et c'est l'objet d'un projet pour lequel on est partenaire, qui s'appelle ReGreen, et dont un des axes d'étude, c'est d'aller cartographier, identifier ces espaces bétonnés dans les villes, anciens parkings, voiries, éléments de voirie résiduels, cours d'école, cours d'immeubles, de les identifier et d'essayer de mettre en place des démonstrateurs de restauration écologique. Et là, on ne sait pas forcément faire aujourd'hui. Hein, les sols sont très pollués, il y a un contexte urbain, social qui est pas forcément connu. En tout cas, il y a un potentiel. Je vous ai mis à droite en haut, on ne voit rien, désolé, et ça n'a pas trop de valeur scientifique. Mais en gros, il y a une asso qui a calculé la surface totale des places de stationnement à Paris. Et ça fait 800, je vois même plus le chiffre, ça fait 800 km². 80 km². Et pareil, à côté, à Copenhague, l'association, vous voyez le losange jaune, c'est le cumul de toutes les places de parking et de stationnement. Donc ça représente un potentiel énorme, en fait. Les Bois de Boulogne, ça fait combien de kilomètres carrés, à peu près? J'en sais rien. Oula, je suis désolé. Je sais pas, j'ai pas de point de comparaison. Non, mais je dis peut-être des bêtises en plus sur les chiffres, mais vous voyez, en tout cas, il y a l'image, vous voyez la taille par rapport à Paris, ça représente quand même une bonne partie de la surface. Ouais. Donc un vrai potentiel qui ne doit pas se faire en compensation, mais plutôt, alors là, il y a comment on trouve un modèle économique pour faire cette débétonisation, cette renaturation. Ça ne doit pas se faire en compensation, mais en plus comme démarche volontaire pour réacquérir des espaces de nature. J'ai deux petites questions pour toi, Marc, si tu permets, Bettina, qui sont arrivées. La première est une question de coût de ces solutions que tu as présentées. Est-ce que ça représente un surcoût? Et
qui, en général, finance la transition vers cette typologie de solution qui peut peut-être paraître risquée à certaines collectivités? Et est-ce que vous aidez des collectivités à obtenir ces financements? Très bonne question. Le coût, c'est un peu la question centrale. Sur la diapo d'avant, je montrais entre les deux nœuds qui ont été faites. Il peut y avoir un coût très différent entre différentes techniques justement de solutions fondées sur la nature. Et mon message, c'est, vous voyez, la noue à 75 € du mètre cube par rapport à l'autre 230 € du mètre cube pour le même volume d'eau gérée. À droite, c'est là où on fait du génie écologique. Donc c'est un peu le low-tech, le réemploi des matériaux sur place, laisser faire la nature. Voilà, il est évident que si on continue à mettre des tuyaux, à utiliser des engins, etc., ça va coûter plus cher. Mais en gros, on montre que les solutions basées sur la nature, en équivalent investissement et gestion, sont forcément moins coûteuses que les solutions basées sur le génie civil et l'ingénierie classique. Et qui finance, j'ai mis en haut à droite une note qu'on a rédigée pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'organisme central pour financer ce genre de démarche. Alors, si c'est lié à l'eau, évidemment, mais pas que. Ils sont en train de se positionner sur la biodiversité. Et ils nous ont demandé comment on peut travailler à des solutions fondées sur la nature plus favorables à la biodiversité. Donc l'Agence de l'eau, notamment, je pense que c'est un bon interlocuteur. Je pense que tu viens de répondre indirectement à cette question technique qui était sur le fait que c'est tout à fait compatible avec la logistique déjà présente dans les sols, et tous les réseaux déjà présents dans les sols seront a priori, pour certaines d'entre elles, des solutions qui ne viennent pas justement interférer avec le réseau déjà existant. Oui, et ça peut être compliqué. Quand on est à Paris, par exemple, il y a déjà un sous-sol hyper occupé, donc infiltrer de l'eau, c'est pas forcément évident. Débétonner un parking, c'est pas forcément évident. On sait pas ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur le bâti. Mais effectivement, les techniques peuvent être hybrides, en ayant à la fois un peu d'ingénierie civile, un peu d'ingénierie écologique. Et on devrait savoir faire tout ça avec les métiers qui existent aujourd'hui. Et enfin, il y a une question qui me semble intéressante et qui rejoint l'échange que vous avez eu tout à l'heure avec Bettina sur la question des arbres et des précipitations. Et donc, il y a un participant qui demande où en est l'état de la recherche sur justement le rôle que jouent les forêts dans justement la régulation aussi des précipitations au-delà de l'évaporation des sols. Est-ce qu'il y a d'autres effets qui ont été constatés, que ce soit en France ou ailleurs, sur la capacité des forêts à influer sur les précipitations? Des études récentes, j'en ai pas forcément en tête, mais évidemment, au plus il y a régulation des précipitations, il y a rafraîchissement. Les études montrent qu'au plus les forêts sont spacieuses, au plus elles vont avoir un effet de rafraîchissement plus loin. Au plus elles sont gérées de manière, même non gérées, c'est ce que disait Francis Allais en disant une forêt c'est pas un champ d'arbres, c'est pas une plantation d'arbres, où les sols sont tassés, etc. Si on veut réguler de l'eau, il faut que l'eau rentre dans les sols, donc il faut des sols le moins tassés possible. Moi j'avais entendu un agent de l'ONF qui disait quand on est passé plus de 8 fois avec un engin avec des chenilles sur un terrain forestier, on a tassé le sol de manière irréversible et ça fait des ornières, il absorbe plus d'eau. Donc voilà, c'est dans la gestion douce finalement qu'on arrivera aussi à avoir les services écosystémiques attendus de ces solutions. Merci beaucoup. Pierre, tu es le directeur du développement durable d'un groupe qui a choisi comme devise « ressourcer le monde ». Alors, c'est vraiment un défi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'études sur la biodiversité dans Veolia. La fondation Veolia s'intéresse à ça. L'Institut Veolia a publié un certain nombre aussi de plaquettes là-dessus. Et puis au cœur de la politique que tu mènes, il y a cette préoccupation de biodiversité. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ça d'un mot, comment cette préoccupation s'exprime et nous donner quelques exemples concrets? Merci Bettina et bonjour à tout le monde. Je le tutoie parce qu'il est membre du comité 21. Et pas que, j'espère. C'est pour ça. Oui, je dirais d'abord que je pense qu'il faut, par rapport au sujet qui est le nôtre, bien identifier ce qui est pour l'entreprise, en tous les cas, la place de l'entreprise, la politique de l'entreprise par rapport à la biodiversité, ce qui est le lien avec le climat et ce qui est les solutions fondées sur la nature. On n'est pas tout à fait au même degré de maturité sur les trois problématiques, pour être très clair. Tu disais qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas beaucoup de biodiversité.
Nous avons créé en fait nos objectifs en matière de développement durable en 2015, pour la période 2015-2020. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on intègre l'ensemble des objectifs de développement durable dans une performance globale de l'entreprise à travers notre raison d'être, ce qui est un autre sujet. Lorsque, en 2015, on a créé nos propres objectifs, à la fois pour la planète, les territoires et pour nos salariés, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on a réussi à faire en sorte que la biodiversité soit considérée comme un objectif parmi les autres. Autant le climat a été perçu comme une nécessité, et encore on est avant les accords de Paris et avant les ODD, puisqu'on est en avril 2015, autant la question de la biodiversité a été vraiment difficile à être obtenue. Elle a été obtenue d'ailleurs que parce qu'Antoine Frérot lui-même, le PDG de Veolia, a considéré que la biodiversité était au cœur même de nos métiers. Il rappelait hier d'ailleurs dans cette même salle que il y a 30 ans, il avait été embauché dans ce qui s'appelait la Compagnie Générale des Eaux. Sa première mission avait été de mettre en place des méthodologies de suivi des espèces sur la Seine et de voir comment les politiques d'assainissement de l'agglomération, quels étaient leurs impacts sur la faune au niveau de la Seine. Et il expliquait qu'il y a 30 ans, il y avait 5 espèces dans la Seine et qu'il y en a aujourd'hui 45. Donc bien que l'impact d'une activité, c'est pas que l'activité de Veolia, c'est l'activité de l'ensemble d'abord des autorités organisatrices et d'ensemble des prestataires, mais que dans le fond, la biodiversité est au cœur des métiers de l'eau et de l'assainissement. Et à partir de là, on a essayé de tirer et de voir comment la biodiversité était impactée par nos activités, pas seulement à travers l'eau, mais aussi dans la pollution, à travers la collecte, les traitements des déchets, puisque c'est autant de pollution que vous faites moins dans le sol ou au moins dans les milieux naturels, et à travers aussi nos activités d'énergie, puisque ce que vous émettez dans le ciel, bien évidemment, n'est pas sans conséquence pour la faune. Donc on a essayé d'expliquer en quoi c'était au cœur de nos métiers, et que d'autre part, il y avait la question de la gestion écologique de nos propres sites. La spécificité d'une entreprise comme Veolia, c'est qu'elle a 5000 sites dans le monde, ce qui est énorme, et on rapporte en gros sur 1600 sites qu'on suit particulièrement. Et donc on a défini notre politique de biodiversité par rapport à ces sites. D'abord, en intégrant la notion de sites sensibles, et donc en mettant des plans d'action sur chacun de ces sites sensibles, puis petit à petit, en travaillant sur des plans beaucoup plus ambitieux, c'est le cas aujourd'hui, y compris dans le cadre de la raison d'être, c'est au-delà des plans d'action des sites sensibles, c'est faire en sorte qu'on ait une gestion écologique sur l'ensemble de nos sites, et c'est même aujourd'hui un engagement que l'on a pris en 2023 sur 75% de nos sites d'être à zéro phytosanitaire. Donc c'est toute cette problématique-là qui est aujourd'hui bien pris en compte et je dirais assez clairement identifiée. Et là-dessus d'ailleurs, c'est pas que nous, l'ensemble beaucoup d'entreprises, et je pense en particulier à toutes celles qui sont membres d'entreprises pour l'environnement, qui ont fait des très gros travail de biodiversité, notamment à travers le programme Act for Nature, que peut-être vous connaissez, mais qui est un engagement collectif des entreprises sur les questions de biodiversité. Le lien avec le climat s'est fait de façon beaucoup plus complexe, puisque dans le fond, l'adaptation au climat dont tu parlais, qui avait été un peu l'oublié de ces dernières années, ramène très très vite à des problématiques liées à l'eau, c'est-à-dire à la fois manque d'eau ou phénomène extrême, et que si on est venu nous chercher sur ces sujets-là, c'est bien parce qu'on demandait si on était capable de trouver des solutions pour traiter les problématiques de l'eau qui se posaient. Et à travers les problèmes liés à l'eau, en fait, on a changé quelque part la nature de nos propres métiers. C'est-à-dire qu'on est sorti d'un métier purement de gestion de services, je dirais, pour s'intéresser à des espaces naturels beaucoup plus importants, en matière d'eau à l'intérieur d'un territoire pertinent qu'est le bassin hydrographique. Et là, on a découvert des nouveaux métiers qui nous amènent aujourd'hui à faire des forêts, à construire des zones humides, à créer des zones tampons pour la faune ou pour la flore, et à, bien évidemment, avoir un travail sur les berges en termes de protection des inondations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a été demandé, sur lequel on s'est du coup défini beaucoup plus comme un ensemblier d'un certain nombre de fonctions dans des territoires qui sont de plus en plus pertinents. De là à dire que nous sommes aujourd'hui complètement engagés sur les solutions fondées par la nature, je n'irai pas jusque-là et je n'aurai pas cette prétention. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la culture comme vous l'avez dit, la culture historique d'une maison comme la nôtre est plutôt une culture de réseau, une culture de station. Donc, la culture dominante reste une culture d'ingénieur classique, beaucoup plus que d'écologue. Il faut avoir le courage de le reconnaître et de le dire. Et que, d'autre part, on a intégré, quand on intègre les solutions fondées sur la nature dans des offres, on a quelquefois des complexités de relations avec nos autorités organisatrices, parce que ce n'est pas toujours très bien compris.
Parce que de part, la question de l'évaluation des solutions fondées sur la nature, aujourd'hui, n'est pas faite. C'est-à-dire la valeur ajoutée de la solution elle-même est mal évaluée, qu'on fait peu en fait, de transfert et de mutualisation des expériences des uns et des autres, et puis je dirais trivialement que ce n'est pas du tout monétisé dans une offre d'un prestataire. Donc on a un sujet aujourd'hui, si on veut vraiment développer les solutions fondées sur la nature... Et encore moins reconnu dans les appels d'offres. Et encore moins reconnu, c'est ce que je veux dire. Pas reconnu des appels d'offres, dont bien évidemment le travail qui est fait aujourd'hui reste... Aujourd'hui, il y a un vrai débat qu'il faut avoir entre les autorités. On ne pourra pas simplement promouvoir des solutions fondées sur la nature si on ne met pas les donneurs d'ordre et les opérateurs autour d'une table pour être capable de travailler sur ces questions d'évaluation, de monétisation et de diversification des choses. Voilà. D'abord, ce que je voudrais dire sur le sujet auquel aujourd'hui on est confronté. Alors peut-être passer sur 2 ou 3 exemples précis. Donc volontairement... Forcément, moi je sais qu'il y a un exemple chinois. Oui. Alors évidemment on l'attend. Devine pourquoi. Je ne sais pas, mais on va commencer par la solution locale, si tu veux bien. D'accord. Parce qu'on est à la fois une entreprise locale et globale, mais on va peut-être commencer par le local, d'autant plus que c'est notre terrain de jeu, puisque par définition, on ne fait que gérer des services de proximité avec des ressources de proximité pour des clients de proximité. Donc, nous, on ne transporte rien, y compris d'ailleurs dans la partie énergétique, puisqu'on ne gère que des systèmes d'énergie territoriale et aucune énergie qui se transporte d'un endroit à l'autre. Notre terrain de jeu, c'est par définition le territoire, et c'est ce territoire qui appelle les solutions et les réponses qu'ils ont fait. Juste un petit mot sur la vallée de la Bièvre. On est à pas très loin de Paris, 40 km de rivière dans 4 départements. Et là, on va voir ce que vous disiez tout à fait, c'est que ce qu'on va proposer avec les autorités qui, en l'occurrence, sont très, elles, attentives et qui promeuvent des solutions fondées sur la nature, on va faire des solutions hybrides, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de solutions uniquement fondées sur la nature, on va faire des solutions qui sont à la fois grises et vertes, comme on dit, même si j'aime pas beaucoup cette terminologie que d'ailleurs la taxonomie européenne a décidé de refuser, hein, mais je trouve que c'était mieux ainsi, parce que entre le vert et le gris, on voit bien ce que ça peut donner. Donc, sur les solutions plus classiques, je dirais, qu'on appelle grises, on va se trouver sur des solutions liées essentiellement à des questions d'hydraulique. Donc, on va faire une grande zone humide, mais on va faire de l'hydraulique qui va permettre de contrôler le stockage et de l'eau en fonction de l'intensité des pluviosités et la capacité, d'ailleurs, à le mesurer. À côté de ces solutions classiques, on va créer des solutions beaucoup plus vertes, avec justement une création de zones humides, mais aussi tout un travail sur les questions de la gestion de l'ensemble de l'espace, en particulier en faisant des nettoyages et du fauchage 2 fois par an, qui traitent non seulement... Quand tu dis création de zones humides, surtout dans la vallée de la Bièvre, c'est création ou restauration? Non, là, ça a été une création d'une zone humide qui a donné lieu, d'ailleurs, il faudra qu'on en discute de cela, à une grande difficulté avec les riverains. Enfin, il ne faut pas penser que la solution fondée sur la nature amène à avoir une adhésion de la population locale sur ce que vous allez proposer. En l'occurrence, ça a été extrêmement complexe, je dirais presque... Marc l'a dit, d'ailleurs. C'était compliqué. Pour quelle raison? Il considérait que la zone humide allait défigurer en fait l'environnement. Voilà. Donc non, mais c'est comme ça que ça a été dit. Et en plus, c'est une vallée extrêmement compliquée parce que en fait, il n'y a pas de propriété domaniale de la rivière. C'est-à-dire que chaque propriétaire est propriétaire jusqu'au milieu de la rivière. Ah oui, ça aide. Donc amener à faire des solutions fondées sur la nature, ça amène à avoir l'accord de tout le monde dans un sujet qui juridiquement est complexe. Donc vous comprenez. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça veut dire que aussi les solutions fondées sur la nature amènent à revoir les types de relations, les coordinations et le dialogue entre les différents acteurs. Pour le comité 21 qui est attentif au dialogue entre les différentes parties prenantes, là, on est vraiment sur du dialogue parties prenantes qui est extrêmement complexe et qui amène et les autorités publiques et les opérateurs à s'intégrer dans un système de dialogue avec l'ensemble des riverains et des citoyens. Donc là, on est sur des systèmes donc, de nettoyage des berges avec création de zones pour la faune, création de zones pour la flore et bien évidemment dans une logique qui est essentiellement de prévention des inondations. Et on en a vu le bénéfice, puisqu'en 2016, quand il y a eu des grandes inondations dans le truc, on a vu que la vallée de Bièvre, qui a été autant impactée que les autres zones à côté, a bien mieux réagi en matière d'inondation du fait de l'intégration de ce travail, à la fois de la création de la zone humide, de la question de l'hydraulicité et de la gestion de l'espace à travers ce fauchage qui permettait non seulement d'isoler faune et flore, mais aussi de protéger les vannes
qui permettait le fonctionnement du système hydraulique. Donc par contre, ce que j'ai insisté, c'est qu'il faut énormément de présence humaine dans tout ça. Tout à l'heure, vous disiez par rapport à l'emploi, d'ailleurs moi je m'interroge par rapport à toutes les solutions aujourd'hui face à la crise, mais je suis persuadé qu'autour des solutions fondées sur la nature, il y a des gisements d'emplois extrêmement importants qu'on pourrait valoriser de façon intelligente et dans une vision de transition écologique. Donc je trouve il y a une petite partie dans le plan de relance. Il y a une petite partie, mais que ça mérite en tous les cas d'être regardé, y compris d'ailleurs des emplois non qualifiés dont on a aussi besoin, ou peu qualifiés, dont on a aujourd'hui besoin face à la situation sociale auquel on est confronté. Et il y a aussi un grand besoin de présence physique pour assurer la gestion et la relation entre l'ensemble des acteurs. Et la Chine alors? La Chine, eh ben on y va, sur le slide suivant. Donc là, on est à Sinopec. Sinopec, c'est un centre agro-pétrochimique, pas agro du tout, qui se trouve à 50 km de Pékin. Alors, vous savez peut-être que la Chine s'est lancée depuis longtemps dans un grand programme qui s'appelle les villes éponges, pour justement gérer à la fois et en même temps la problématique du stress hydrique et la problématique des inondations, puisque le but du jeu, c'est de faire en sorte que les eaux pluviales passent bien évidemment à travers le bitume et l'ensemble des espaces dans le sol, puissent être retenues dans des espaces de stockage, éviter des inondations, mais permettre aussi de trouver une ressource facilement réutilisable dans des périodes de stress hydrique. Donc la question qui s'était posée, donc nous avons la responsabilité de l'alimentation de l'ensemble de ce centre pétrochimique dans un contexte de stress hydrique et dans un contexte de qualité de l'eau. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on a créé une grande zone humide de 8 hectares entre la sortie du système du réseau d'assainissement et le renvoi au milieu naturel. Et à travers cette zone humide, elle est construite avec un système là aussi hydraulique classique mais extrêmement pertinent, avec 23 terrasses les unes et des autres pour gérer la question de la zone humide. Et pour améliorer la qualité de l'eau, on travaille beaucoup sur la photorémédiation. Désolé, je ne suis pas un écologue, donc si je me trompe dans les terminologies, voilà, merci, qui permet en fait à la nature à la fois d'avoir son rendement épuratoire, c'est-à-dire de faire de l'épuration naturelle, mais aussi à travers ce système de qualité de l'eau, de régénérer en fait la nature. Donc on est à la fois dans les deux niveaux, c'est-à-dire que la nature, elle aide à l'épuration, et à la fois cette épuration permet la régénération de l'ensemble des choses. Donc c'est vraiment pour nous un exemple type de ce que l'on peut faire, et qui permet par ailleurs, derrière, de rejeter au milieu naturel une eau de bien meilleure qualité que si on n'avait pas le fait. Donc on est vraiment sur un système d'intégration extrêmement intéressant, je trouve, de la question de la biodiversité comme acteur en fait d'un système épuratoire et bénéficiaire d'un système épuratoire bien compris. Voilà. Donc c'est ça. Dans le cadre d'une opération qui n'est pas des plus écologiques au départ. Qui n'est pas des plus écologiques au départ, on est bien d'accord. On peut dire ça comme ça. On peut le dire. On peut le dire. Voilà. Donc voilà un peu les exemples que je voulais signaler. Je voudrais aussi dire que la réglementation nous aide aussi énormément à travailler sur l'ensemble de ces solutions, en tous les cas de respect de la biodiversité. Je pense pas tous les particuliers, tout ce qui se fait en matière de protection des captages aujourd'hui. Je veux dire, du côté du Grand Lyon, c'est quand même 375 hectares qui sont aujourd'hui sanctuarisés pour la biodiversité, pour protéger l'ensemble des captages de l'agglomération lyonnaise. Sur ces espaces-là, on peut faire des choses très très intéressantes. D'ailleurs, je me souviens d'en avoir discuté avec Pascal Confin quand il était responsable du WWF, et on pensait faire une étude pour voir si on n'était pas en matière de biodiversité, dans le fond, à une empreinte positive. C'est-à-dire qu'à travers le travail qu'on fait sur les périmètres de captage, mais une fois de plus, c'est lié à la réglementation. Et j'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas uniquement une logique volontaire. Les périmètres de captage d'eau qui sont de plus en plus éloignés permettent de faire des choses en matière de biodiversité. On a aussi la responsabilité vous savez qu'on est dans un grand programme en Europe de fermeture des décharges. Or, sur les décharges, on est responsable en post-exploitation, c'est-à-dire qu'il nous appartient de faire quelque chose de ces espaces-là. Il est clair aujourd'hui qu'on essaye de faire des choses en matière de biodiversité particulièrement intéressantes sur ces espaces et qui, en tous les cas, sont beaucoup plus intéressantes dans la biodiversité que ce qu'était le lieu avant qu'on en fasse une décharge. Donc on est vraiment sur des logiques de réflexion. Moralité, les politiques publiques, quand même, ça compte. Et la réglementation. Absolument, voilà. Notamment en matière environnementale. Merci Pierre. Je me retourne vers vous, Tolga, parce que voilà, vous êtes spécialiste d'immobilier
Et alors évidemment, dans l'imaginaire, l'immobilier et la nature, c'est pas pareil. En même temps, on vient d'avoir, en tout cas à propos du béton, etc., et de l'urbanisme, une illustration qu'on peut faire avec. Comment vous prenez le sujet et quelle est votre action dans ce domaine ? Effectivement, oui, le regard croisé entre béton et verre est un peu compliqué à justifier au premier abord. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la relation des humains à la nature, et puis la question de la biodiversité en ville. Je vais quand même essayer de rebrosser un petit peu les enjeux de pourquoi justement on veut parler des solutions fondées sur la nature ou des infrastructures vertes à l'échelle de la ville. Moi, je conseille effectivement des acteurs de l'immobilier ou de l'aménagement, donc à l'échelle, jusqu'à l'échelle du quartier. Et ça nous paraît assez évident aujourd'hui de dire que la biodiversité est la nouvelle alliée de l'adaptation au changement climatique, on l'a dit. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas partout ? Pourquoi chaque projet qui sort aujourd'hui ne développe pas des solutions fondées sur la nature ? Il y a des freins. Et c'est ces freins-là qui sont assez intéressants à étudier. Donc si on pourrait juste passer à la slide d'après, on va les voir. La première question qui nous est posée en tant qu'acteur de la ville, c'est la densification. On sait qu'on doit arrêter l'étalement urbain pour toutes les bonnes raisons que je n'évoquerai pas ici, et notamment en respectant le zéro artificialisation net, qui est le bras armé du gouvernement pour faire respecter cet arrêt de l'étalement urbain. On va densifier, mais on sait que la densification, dans les milieux denses, les espaces verts ou le vert au mètre carré coûte plus cher que dans les espaces extérieurs. C'est plus facile de faire des solutions fondées sur la nature dans la nature que dans la ville. Et en plus, ça coûte plus cher. Deuxième point, c'est le cadre de vie. On a besoin de verre dans la ville. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais les ventes de maisons individuelles ont explosé après le déconfinement. Donc, densification et maisons individuelles, ça ne marche pas trop ensemble. Pour autant, il faut apporter ces éléments de réponse dans la ville. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais on ne s'adaptera pas par des solutions technologistes dans la ville. On ne peut pas mettre des climatiseurs partout, on ne peut pas faire des digues dans chaque rue. Nous n'en avons pas les moyens. Et même si nous en avions les moyens, on ne le ferait que dans certains quartiers et pas dans d'autres. Et on sait que, et le rapport du GIEC nous l'a montré, les populations les plus précaires sont également les plus exposées aux conséquences du réchauffement climatique. Donc voilà, l'équation est bouclée. Comment on fait ? Nous, on se casse la tête sur tous les projets pour essayer de faire des solutions fondées sur la nature. Et aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, parce que le sujet est très dense et il y a beaucoup de choses à dire, c'est juste de décortiquer un peu l'aspect économique de la chose pour savoir comment est-ce qu'on peut avancer. Et nous, de façon très pragmatique, en tant qu'opérateur, comment on arrive à convaincre les acteurs et les décisionnaires. Le premier point, alors démonstration en 3 points. Le premier point, c'est les mécanismes de financement. J'ai pris l'exemple de la High Line à New York, alors sans vous le présenter en longueur. C'est une ancienne voie ferrée de fret qui devait être démontée et puis finalement qui a été transformée en infrastructure verte, infrastructure grise sur laquelle on est venu coller de l'infrastructure verte. Créée en 2009, elle a coûté 260 millions de dollars de financement privé et public. Et en 2014, il y a eu une étude, un petit bilan économique qui a été fait. Et ce qui apparaît, c'est que il y a 4 millions de touristes en 2014. Aujourd'hui, il y en a 8 millions. C'est la première attraction touristique de New York. Et surtout, la ville a retiré 900 millions de dollars de bénéfices en 2014. Je n'ai pas les derniers chiffres. Grâce à cette infrastructure verte. Et puis, il y a eu autant de créations, plusieurs milliards de dollars d'activités économiques créées. Donc, se pose la question de la gentrification de ce quartier qu'il ne faut pas écarter. Pour autant, la conclusion à laquelle je voulais arriver sur cette slide, c'est 260 millions par rapport à tous les bénéfices créés, c'est pas grand-chose finalement. Et pour autant, on n'arrive pas à le faire, à le systématiser. Pourquoi ? Et la réponse, elle est simple, c'est que ceux qui financent ne sont pas ceux qui gagnent derrière. Donc il faut
si on veut développer, et M. Victoria l'a dit tout à l'heure, si on veut développer les infrastructures vertes, il faut trouver des nouveaux mécanismes de financement. Ils peuvent être collaboratifs, ils peuvent être participatifs, ils peuvent être partagés, etc. Mais il faut trouver des nouveaux mécanismes. Donc ça, c'est Est-ce que c'est une solution fondée sur la nature ou c'est tout simplement une création d'espaces naturels? Alors, il y a eu un échange très intéressant là-dessus tout à l'heure. C'est Kalina, je crois, qui l'a dit. Il faut restaurer les solutions fondées sur la nature. En fait, dans la ville, par définition, on a très peu de solutions fondées sur la nature. Et si on veut adapter les villes au climat de 2050, voire plus loin, c'est de l'adaptation, ça. Il va falloir créer aussi des solutions fondées sur la nature. Exactement. Alors, c'est pas le meilleur exemple, hein, la Highline, mais c'est un début de réflexion sur les modèles économiques. Deuxième exemple, je regarde les coûts d'investissement et d'exploitation des infrastructures vertes. Alors là, c'est une étude qui a été faite à Lyon. Alors c'est un site à Lyon. On étudie 3 scénarios. Le premier scénario, c'est un petit espace vert et une infrastructure de gestion des eaux pluviales, dite grise, donc technologique. C'est le petit carré que vous voyez en bas en bleu. Le scénario 1 bis, qui a un non-sens, c'est qu'on garde l'infrastructure grise et par-dessus, on crée une infrastructure verte, donc une gestion de l'eau pluviale dans le paysage. Et puis le scénario 2, c'est celui où on gère les eaux pluviales uniquement dans une infrastructure verte. Et quand on regarde les coûts de tout ça, on voit qu'en bleu, vous voyez l'investissement. Alors l'infrastructure verte coûte moins cher que l'infrastructure grise. Le scénario 1 bis, c'est un non-sens évidemment en termes d'investissement puisqu'on double les coûts. Et puis quand on regarde les coûts d'entretien, on voit que finalement l'infrastructure verte coûte un peu plus cher quand même en entretien. Alors forcément, il y a les coûts humains là-dedans. Mais j'apporte un bémol quand même à cette information parce que quand on fouille un peu dans l'étude, on voit qu'on va tondre 18 fois la pelouse. Marc a montré une étude tout à l'heure qu'il a publiée. Dans cette étude, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu. Il dit qu'une infrastructure verte, moins elle est gérée et mieux elle gère les eaux pluviales. On peut peut-être diminuer ses coûts d'entretien et encore mieux gérer les eaux pluviales. Donc la conclusion de cette étude, c'est que on peut faire des infrastructures vertes et a priori elles coûtent moins cher. J'ai un autre exemple aussi qui va l'illustrer un petit peu, c'est la ville de Lancaster, c'est la slide d'après, qui a étudié un plan d'infrastructure verte à l'échelle de son territoire. Lancaster aux États-Unis et pas au Royaume-Uni, pardon. Donc à gauche, vous voyez le premier graphique qui a étudié les coûts d'investissement d'une infrastructure verte, donc qui coûterait moins cher que la dernière barre qui est l'infrastructure grise, avec au milieu un scénario un peu hybride où on vient coller des infrastructures vertes sur les infrastructures grises existantes. Donc on voit bien ici que les infrastructures vertes coûtent moins cher. Alors c'est pour la gestion des eaux pluviales, j'ai oublié de le préciser. Mais ce qui va être intéressant, c'est le schéma de droite. Ils se sont amusés à essayer de calculer ce qu'on aurait appelé à une autre époque les externalités positives de ce plan d'investissement dans les infrastructures vertes pour gérer les eaux pluviales. Ils se sont amusés à calculer ce que ça pourrait coûter, ce que ça pourrait rapporter en gestion de carbone, enfin en stockage de carbone, en nettoyage, en dépollution de l'air, etc., etc. Donc ils ont mis des euros. Alors la méthodologie est complètement critiquable, évidemment, mais c'est plutôt la démarche intellectuelle qui est intéressante. C'est qu'ils ont essayé de chiffrer ces co-bénéfices qui viennent encore appuyer la balance vers l'intérêt économique. Je trouve qu'il faudrait tout le temps faire ça. Je suis tout à fait d'accord, mais on n'a pas les méthodologies pour le faire. On ne sait pas valoriser les co-bénéfices aujourd'hui environnementaux majeurs. Et là, on a parlé de choses qui sont assez maîtrisées en termes d'ingénierie. Le carbone, on sait calculer des équivalents carbone. On sait parler de dépollution. L'ADEME a des travaux assez extraordinaires là-dessus. Mais l'impact social, par exemple, d'une infrastructure verte, on n'a aucune idée de comment le chiffrer. Alors, il y a des travaux qui se font. L'ADEME, il faut ouvrir un chantier. Voilà. C'est l'impact positif qu'on va essayer de valoriser et derrière de faire peser dans la balance économique d'une infrastructure verte. Donc, je conclus cette slide avec une étude qui a été menée aux États-Unis. Excusez-moi pour les références anglo-saxonnes, mais on a un petit peu de retard à rattraper en France, ça arrive. Les acteurs de la ville ont été interrogés par rapport aux freins
qu'ils percevaient ou qu'ils ressentaient ou qu'ils subissaient dans leur mise en œuvre d'infrastructures vertes. Et en fait, la très grande majorité des freins sont soit économiques, soit culturels. J'espère avoir démontré que les freins économiques étaient également culturels finalement, puisqu'on ne sait pas faire, c'est pas qu'on n'a pas les moyens. Voilà, donc en gros, nous avons tous les moyens pour le faire. Il faut juste un changement de paradigme à nous tous de jouer pour y arriver. Merci beaucoup. De toute façon, culture et nature, hein, c'est un vieux sujet, mais qui est, je trouve, encore plus actuel que dans la littérature aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions, Kalina ? Oui, alors effectivement, heureusement, je pense que les cultures évoluent. On a évoqué le fait que, contrairement à l'idée reçue, ces solutions fondées sur la nature étaient parfois, et même souvent, moins onéreuses que des solutions conventionnelles. Par contre, a été évoqué, ça a été relevé dans l'assistance, les difficultés liées notamment à des enjeux typiquement juridique en fait, ou d'articulation des parties prenantes, parce qu'on a des modalités de gouvernance qui sont complexes, parce qu'il y a des lourdeurs et des longueurs et lenteurs administratives. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositifs au niveau national qui sont mis en œuvre avec des espèces de zones d'expérimentation un peu prioritaires dans lesquelles ces processus-là pourraient être accélérés et facilités pour démultiplier les initiatives et ces approches-là ? Ça s'adresse à chacun d'entre vous. Moi, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner. Je vais vous laisser la parole. Je vous donne juste un exemple. C'est les JO qu'on va accueillir en 2024. On a mis en place tout un attirail juridique et économique pour faire en sorte que ça arrive et que ça arrive à temps. Je pense qu'on pourrait faire la même chose sur les infrastructures vertes si on le voulait. Je pense qu'on a l'attirail juridique. Dispositif juridique. Dispositif, oui. Non, mais je suis juriste, alors l'attirail juridique. Je ne vais pas répondre tout à fait à la question, mais ça me renvoie à deux choses que j'aurais voulu dire que je n'ai pas dites. C'est sur toutes les questions de biodiversité et solutions fondées sur la nature, c'est vraiment par le terrain que monte le sujet. Et d'ailleurs, par rapport au climat, c'est un sujet. Le climat et la biodiversité dans mon entreprise, je ne parlerai pas au nom des autres, sont complètement à front inversé. C'est-à-dire que le climat, c'est une volonté globale et quelquefois on a du mal à mobiliser les régions ou les zones pour voir en quoi ils sont responsables dans les choses. Et la biodiversité, c'est exactement le contraire. C'est extrêmement pris en main au niveau des territoires et on a beaucoup plus de mal à structurer et organiser au niveau de corporel la prise de conscience de la question de la biodiversité. Je dis ça parce que ça peut être un élément. Et quand je dis ça, c'est aussi que on ne peut pas faire une politique de biodiversité dans une entreprise tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais dû le dire, tous nos programmes sur les périmètres sensibles et plans d'action sont faits avec l'IUCN, parce que tout seul, on n'a pas, nous, l'expertise et les moyens pour le faire. Et de la même façon que tout ce qui est dialogue sur les problématiques locales de solutions fondées par la nature, on a un accord avec The Nature Conservancy au niveau mondial, et on est surtout présent sur l'ensemble du continent américain, nord et sud là-dessus, pour travailler avec eux sur les processus de concertation et dialogue sur ces sujets-là. Donc, je veux dire, on ne fera pas les choses tout seul. Il y a la question de régulation qui est posée, mais il y a aussi la question de l'alliance et de la coopération entre les acteurs pour pouvoir faire avancer les sujets. Et justement, en termes d'alliance et de coopération, pardon Marc, en termes de fonds européens et de réflexions européennes, justement, où est-ce qu'on en est, hein, un des participants écrit que certains des fonds européens qui étaient dédiés justement à ce genre d'expérimentation n'ont pas été entièrement consommés. Et est-ce qu'il y aura néanmoins quand même une place importante à donner à ces sujets-là dans le cadre des prochains programmes ? Oui, enfin, j'allais parler de ça, des projets européens. Je pense que c'est effectivement un des leviers les plus importants pour mettre en place des démonstrateurs. Et pour travailler justement sur les coûts ou sur ces systèmes de valorisation monétaire qu'on pourrait mettre à l'œuvre, etc. Les dispositifs H2020, il y a eu une première salve de projets Horizon 2020 de l'Europe, sont quand même très axés solutions fondées sur la nature. Le projet Regreen dont je vous parlais est issu de cette expérimentation H2020. La prochaine salve est aussi axée là-dessus. Je pense qu'Artisan, qui est un gros LIFE intégré, va permettre de mettre en œuvre des démonstrateurs de solutions basées sur la nature. Voilà. Après, en termes de financement, il y a l'agence de l'eau dont je parlais. On peut regretter effectivement que dans le plan de relance, là, on a 1 milliard pour la biodiversité, mais on n'a pas pour la restauration écologique, on n'a pas vraiment pour le génie écologique, pour la renaturation en ville, pour la désimperméabilisation. Mais c'est des sujets un peu neufs pour qu'ils soient aujourd'hui vraiment pris en compte dans ces choses-là. Il vous reste le Parlement, à introduire ça à travers le Parlement, puisqu'il va y avoir une loi. On va peut-être passer à la seconde table ronde en vous remerciant. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Voilà.
Je voulais simplement dire, on va inverser peut-être. Sinon, Voilà. on reste comme ça, parce que moi, comme ça, j'ai la tablette, on peut rester comme ça. Sinon. D'accord, ok. On voulait vous dire que, comme on est très en retard, les organisateurs nous ont donné le droit de rester, sauf évidemment, malheureusement, si vous aviez prévu de suivre d'autres choses, mais nous pouvons rester le temps nécessaire ensemble pour que la seconde table ronde se déroule bien. Et j'ai l'immense plaisir, du coup, d'accueillir sur scène Olivier Lemoine et Tariq Chekchak, s'il vous plaît. Je vais me mettre en retrait, comme ça tu pourras l'animer. Pendant que vous vous installez, effectivement, dans cette premier tour de table, nous avons évoqué toutes ces initiatives aujourd'hui de collaboration avec la biodiversité et de son intégration dans notre quotidien. Et on va essayer avec vous deux de prendre encore un peu plus de recul et de partir de ce postulat que le vivant pourrait tout à fait être aussi considéré comme un modèle, hein, non simplement une vision utilitariste peut-être du vivant comme celle qu'on a peut-être pu ressentir dans une partie des interventions qui ont été réalisées précédemment, mais vraiment comment le vivant sert aussi de modèle au-delà des services qu'il peut nous rendre. Et donc, Olivier, je vais te donner la parole dans quelques instants. Olivier, tu fais partie de ces pionniers qui ont défendu une approche milieu en écologie et en environnement, et tu fais partie de ceux qui ont milité pour la création de la profession d'ingénieur écologue, et tu es donc du coup ingénieur écologue, et aujourd'hui chef de service biodiversité au sein de la société Élan. Et donc toi justement, tu vas nous aider à prendre un petit peu ce recul-là, et en particulier finalement reposer un petit peu le contexte de cette question du changement climatique, qui est quand même souvent perçue comme une problématique géologique. Oui, bonjour. Donc, je suis responsable de la cellule biodiversité chez Élan. Mais je suis aussi, Élan est une filiale de Bouygues, et je suis un peu le référent culturel de Bouygues Construction. Et j'ai fait ça après une carrière assez longue d'écologue. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ces questions d'écologie, même plus. J'étais naturaliste, j'étais animateur nature, j'ai été directeur d'un bureau d'études en Normandie. Et là, j'ai choisi de rentrer dans l'entreprise, Bouygues Construction, une entreprise d'ingénieurs dans un marché qui est aussi le marché de la ville et de l'immobilier. Et ce que j'ai choisi de vous dire ici, et je ne sais pas si ça va rejoindre, c'est que, et si le problème, il n'était pas essentiellement culturel ? Notre société, notre civilisation, nos décideurs, nos ingénieurs n'avaient pas les outils et l'approche, et il y a urgence à le changer, pour traiter de ces questions. Je vais essayer de l'illustrer. Premier exemple, vous avez un schéma qui est ici le cycle biogéochimique du carbone. Quand on fait de l'écologie, je sais que tu es écologue aussi, on a tout un chapitre sur les cycles biogéochimiques, l'eau, le carbone, l'azote, etc. Je vais vous citer quelques exemples. Combien de fois on entend, peut-être même ici, qu'il faut décarboner la société ? Je vous rappellerai que le carbone est un des 5 constituants fondamentaux du vivant. Il n'y a pas un décalage là ? On n'a pas oublié que le carbone, il était fondamental. Il est fondamental parce qu'il est lié à la vie. Dans ce cycle biogéochimique, je le présente souvent en exemple, il y a des gens qui disent « Allez, il faut lutter contre le CO2 ». On leur dit « Où est dans le cycle le principal réservoir de carbone ?» Il faut dire « Ah, dans l'atmosphère ». Dans l'atmosphère, il y a quoi? Je ne suis pas très bon. 400 ppm. Très, très peu de CO2. Le CO2, il est où? Principal stockage de CO2? Le calcaire. Le calcaire, c'est du CaCO3. C'est les petites bêtes de la mer qui, pendant des milliards d'années du vivant, ont stocké le carbone, heureusement sous une forme inerte et pas exploitable, sauf quand on fait du ciment, on fait de la chaux, on en dégage. Deuxième stockage important, les combustibles fossiles, qui sont des résultats des grandes époques qu'on a appelées, écoutez bien, le carbonifère, encore le carbone, qui a stocké dans la Terre. Ce que je voulais vous dire au travers de ceci, c'est que dans le cycle biogéochimique du carbone, le vivant, je ne sais pas si c'est l'essentiel, parce que les autres phénomènes, mais le vivant est un phénomène majeur, et je ne vous détaillerai pas ce cycle, etc. Tout à l'heure, vous avez évoqué la biosphère en la définissant, je ne sais plus comment, comme un équilibre. La biosphère, j'étais à l'école de Barbeau, qui disait la biosphère, c'est le tissu vivant de la planète. Tout le monde dit ici, il faut sauver la planète. Je dis, on n'a rien à foutre du noyau métallique, etc. Ce qui est important, c'est les
25 km de couches vivantes de la biosphère dans lesquelles tous les phénomènes biologiques... On va dire les deux. Oui, mais le noyau, le magma, à part pour les volcans, c'est pas très très important. Enfin, mais imaginez la vie, seule invention connue dans l'univers. Enfin, je pense que vous en reparlerez, etc. Donc, la biosphère est en interaction avec la biosphère un vrai système physico-biologique qui a créé énormément de choses, notamment le climat et le cycle du carbone. Peut-être diapo suivante. Deuxième idée, qui est un peu difficile, ça, hein, c'est un blocage, c'est que le vivant est complexe et le vivant nécessite de multiples connaissances. Et nous, on essaye tous les jours dans nos projets, en tant qu'ingénieur conseil dans l'immobilier, etc., de faire de l'acculturation d'abord sur tous les sujets dont on parle ici. Je vais prendre quelques exemples sur l'importance de la connaissance. Les espèces. Je rappelle que déjà, on ne connaît que 30% des espèces. Quand on parle des végétaux en ville, j'ai découvert ça, il y a deux grandes catégories de végétaux. Il y a les végétaux botaniques, sauvages, etc. Et puis il y a tout ce qui est végétal horticole, qui fait l'objet d'une chaîne économique. Et quand on travaille dans la ville, on travaille essentiellement avec, en tout cas avec ces deux catégories. Et quand on parle de végétaux indigènes, c'est difficile de trouver des végétaux sauvages dans le marché de la production. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, connaissance des espèces compliquées, dynamique pour faire de l'entretien. Moi, je suis un peu passionné d'écologie végétale, je suis un peu phytoécologue. Pour moi, entretenir les milieux, il faut savoir, et là je copierais Gilles Clément, qui dit, un grand paysagiste qui dit, il faut aller le moins possible contre la nature, il faut connaître l'essence d'évolution de la nature. Donc, les espèces, les dynamiques, l'emboîtement des échelles, les travertées bleues, je vais aller vite, l'écophysiologie, l'interdépendance, ça a été évoqué tout à l'heure dans les techniques fondées sur la nature, l'interdépendance plante au sol est fondamentale. Il ne s'agit pas que de planter des arbres, vous l'avez évoqué d'ailleurs. Il faut que les arbres soient alimentés, il faut qu'on parle évapotranspiration. Et j'ajouterais, pour nous qui travaillons, mais je pense pour les parcs naturels régionaux c'est la même chose, pour nous qui travaillons en ville, c'est toute la dimension culturelle de tout ça, le paysage, l'art des jardins, l'histoire des populations locales dans les Cévennes, dans leurs pratiques traditionnelles. Donc, vous voyez, connaître la nature, c'est tout ça. Et j'ai terminé sur quelqu'un que j'adore en ce moment, qui s'appelle Baptiste Morisot. Je fais de la pub. Hein. Baptiste Morisot, c'est la génération des jeunes philosophes naturalistes qui a tout compris de ce qu'on a dit avant, qui a capitalisé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, votre civilisation, elle a fait une erreur dans sa relation, dans son appréhension du système vivant, elle a considéré de haut, elle a appris à ne pas la connaître. Or, demain, on aura besoin d'avoir un autre rapport avec le vivant, notamment de considérer le vivant, de connaître le vivant. Je résume, mais je pense qu'il dit plein d'autres choses. Et donc, est-ce que tu penses que du coup, bien sûr, ton discours engage à ce qu'il y ait une collaboration effective avec les sachants, hein, détenteurs de la connaissance biologique, mais est-ce que ça ne pousse pas aussi à, culturellement, faire en sorte que demain, les décideurs des entreprises, les décideurs politiques, les décideurs des collectivités aient quand même un minimum de connaissances aussi et de sensibilité, en tout cas au fonctionnement de la nature, au fonctionnement des écosystèmes, quelque chose qu'on a complètement perdu aujourd'hui dans l'éducation. Si Morisot dit ça, Charbonnier, dans son livre remarquable, lui dit ce que vient de dire Kalina, c'est-à-dire engageons-nous institutionnellement et politiquement pour que cette civilisation, comme on dit au comité 21, se transforme. Mais là, posons-nous la question, les moyens, y sont-ils? Y a-t-il réellement de mon cours d'écologie à l'école? Et encore ça. Mais les élèves sortis là, vont-ils dehors? C'est l'ancien animateur nature qui parle. Les ingénieurs, moi je donne quelques cours dans des écoles d'ingénieurs liés au bâtiment, STP, etc. Enfin, notre recherche est-elle suffisante? Moi, ma réponse, elle est on n'a pas les moyens d'être à la hauteur de l'ambition qu'on espère un peu tous de nos voeux sur les techniques, etc. Donc il y a un gros travail d'investissement qui est difficile, de connaissances, d'applications, etc., d'acculturation. Il y avait des rencontres à Arles à la fin de l'été qui étaient extraordinaires, qui s'appelaient Agir pour la nature, et c'était intéressant. C'est Actes Sud qui l'a lancé, c'était des intellectuels et des artistes. Qui étaient des intellectuels et des artistes. Donc on va peut-être, je vais avancer, mais j'ai cité deux exemples. J'aurais pu vous parler dans nos approches métiers, là, Elan, Bouygues, etc., d'une autre approche que moi j'appellerais l'approche réglementaire, qui s'appuie sur le code de l'environnement, le code de l'environnement est très patrimonial. C'est, je inventorie les espèces, je les protège par la démarche éviter, réduire, compenser. Ça, j'en parle pas parce que beaucoup d'acteurs le savent, ça a été dit par Vérolia, c'est le droit, on applique à peu près la réglementation, etc.
J'ai cité 2 autres exemples. Nous, on essaye d'avoir une approche qui répond au panel d'acteurs qu'on a, par exemple, autour d'un projet urbain ou surtout d'un projet immobilier. Et on a une approche par les services écosystémiques. Pourquoi ? Parce que si on commence à l'approcher par la connaissance des espèces, par les services, par la dynamique, etc., ils m'appellent souvent le professeur, et puis bon, ils abandonnent parce qu'ils disent on est opérationnel, on n'est pas là pour ça. Donc l'approche par les services écosystémiques est une approche multidisciplinaire transversale qui peut intéresser, et Tolga l'a bien dit, comment créer de la valeur financière par de la valeur d'usage biophilique, c'est-à-dire un service culturel. Comment, et là c'est la dernière colonne que j'ai présentée ici, qu'on a développée sur un projet comme Ecotone, pour le sujet qui sont ici, comment travailler la question des services de régulation qu'on va avoir sur un grand projet urbain, en essayant de se poser la question de gestion des eaux, qui est souvent fait par un bureau d'hydraulique qui n'y connaît rien, etc. La question des sols, qui est souvent absent, les pédologues sont absents des projets, etc., etc. L'épuration de l'air. Donc je vous invite, nous on le pratique, à avoir une approche peut-être différente que l'approche inventaire, faune, flore, etc. Une approche servicielle qui me paraît intéressante quand on est. Et la dernière, et je vais aller vite parce que j'ai des grands spécialistes ici, c'est l'approche biomimétique. Alors pourquoi les biomimétiques ? Ça j'ai remarqué chez Bouygues, c'est que le biomimétisme plaît aux ingénieurs. Ça, c'est de la biodiversité qui plaît aux ingénieurs bien structurés. Je vous confirmerai, etc. Donc là, on a développé avec... Parce que c'est la déclinaison d'aujourd'hui du génie écologique. Non, ça n'a rien à voir. Bah si, quand même. C'est une méthode Parce que c'est le analytique. regard de l'ingénieur porté sur un système biologique. Voilà. C'est pour ça que ça, en général, ça les titille. Mais nous, Pauline, c'est là, Pauline Philippe qui travaille chez nous, a travaillé un petit peu là-dessus, sur des projets. L'idée, c'est toujours d'essayer de faire venir des projets dans des modes de pensée un peu différentes. Et l'idée, c'est effectivement de définir une problématique, des objectifs, une façade, une membrane, un système, etc. Et d'essayer d'identifier dans la nature... là, je parle pas dans solutions fondées sur la nature, il y a l'impression qu'on a déjà une solution établie. Oui. Là, on est plutôt chercher des nouvelles approches, des nouvelles solutions, etc. Mais je laisserai la parole. Et là-dessus, on est très content d'avoir des partenariats. On est membre du CEBIOS, donc pour pouvoir nous éclairer sur cette dimension un peu plus technico-ingéniériale de l'approche de... Tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'expérimentation que vous aviez menée justement en termes de méthodologie. C'était une expérimentation que vous aviez menée. On a un labo qui est à Grenoble, qui s'appelle Ideas Lab, et on a essayé de les faire travailler en acculturation, notamment sur des définitions de problématiques, de façades. C'est pas moi qui suis le dossier, mais c'était un petit peu ça. Il y avait de mémoire également les enjeux d'îlots de chaleur et comment le biométisme pouvait aider à finalement travailler sur ces questions. Comment le vivant gère justement ces questions de différentiel thermique et comment on peut faire des solutions bio-inspirées pour travailler sur les îlots de chaleur. Et l'analyse critique que j'ai faite avec Pauline, qu'on travaille dessus et que vous renvoie aussi la parole, c'est que la grande difficulté de biomimétisme, pour copier, il faut connaître. Exactement. Et souvent, on a des gens qui ne connaissent pas, qui vont partir de clichés, d'où une discussion qu'on a déjà eue. On est plutôt sur une approche métaphorique de l'arbre qui va, etc. Et ce qui est intéressant pour aller dans ton sens, c'est que sur le projet Ecotone, effectivement, donc bien sûr Elan était partie prenante, nous étions également partenaires de ce projet, mais vous aviez également mobilisé et sollicité le Muséum d'histoire naturelle et donc les experts de certains laboratoires, notamment du laboratoire CESCO, qui est spécialisé en écologie urbaine. Et donc il y avait un ensemble et un pool de compétences autour de la table pour réussir finalement à répondre à des problématiques complexes et à essayer d'apporter des solutions intégrées, intégrant à la fois la biodiversité matériellement, mais aussi d'un point de vue des modèles. Si on illustre l'exemple, je vais aller plus loin, c'est que la compagnie de Salzbourg avait créé un comité scientifique, donc nous sommes membres tous les deux, et tu te souviens qu'on était au muséum, on y avait invité toutes les équipes projet, tous les architectes, et on leur a fait une demi-journée d'acculturation sur l'équité. Donc la question de l'acculturation, je vais terminer là-dessus, parce que c'est un peu le message que je veux regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu majeur d'acculturation ? Les ingénieurs que j'ai autour de moi, ils aimeraient bien avoir des solutions fondées sur la nature comme ils ont des modèles de carrelage, quoi. Le B33, il coûte tant, je le mets. Et je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple.
Et du coup, pour parfaite transition sur cette question, entre autres de la culturation, puisque Tariq, tu as plusieurs casquettes avec lesquelles tu vas nous aborder cette question qui te passionne depuis des années, à la fois de l'écologie et du biomimétisme et de la bioinspiration. Donc tu es ingénieur écologue, Tariq, tu as passé 13 ans comme directeur de sciences et environnement de l'équipe Cousteau, donc tu vas aussi nous parler de retour d'expérience dans ce cadre-là, et d'expérience de terrain. Et puis, tu as rejoint à la fois le cabinet de conseil Picaya en solutions biométriques d'une part, et l'Institut des futurs souhaitables pour développer finalement le pôle biométisme qui œuvre notamment dans le domaine de la culturation et de la formation. Et justement, toi, tu emmènes régulièrement des équipes d'entrepreneurs, de décideurs, qu'ils soient politiques ou de collectivités, par exemple au Muséum d'histoire naturelle, mais aussi dans d'autres milieux où on est en contact avec le vivant pour révéler finalement et réveiller ce lien que ces gens-là ont avec la nature et les aider à poser un nouveau regard sur le vivant. Merci Kalina, je suis vraiment ravi d'être là et je sais que ce que je vais partager grâce à toi, tu pourrais tout aussi bien le partager, puisqu'on a un chemin commun par rapport à cette volonté d'essayer de réconcilier technosphère, biosphère et grand cycle bio-géochimique. Parce que la question que l'époque nous renvoie, c'est bien ça. En fait, on vit une époque assez stressante, c'est vrai, hein, l'épisode encore Covid nous le montre, mais en même temps, une époque que au sein de l'Institut des futurs souhaitables, et avec beaucoup de gens, on considère que c'est une époque extrêmement passionnante. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé un petit peu tous les ismes. Et le biomimétisme en est un, d'accord, mais il y a aussi capitalisme, communisme, socialisme, tout ce que vous voulez. Et on se rend compte en fait que peut-être, comme le dit Mathieu Baudin, historien et prospectiviste, fondateur de l'Institut, qui a peut-être piqué ça à quelqu'un d'autre, ça je ne sais pas, les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Donc il s'agit bien d'une aventure commune et de ne pas brocarder quelque part les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Il s'agit de défis qu'on doit tous relever ensemble actuellement. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, et ça je peux l'affirmer, et je serais curieux de voir si on peut contredire ça, qu'on ne peut plus dire quelque part complètement mon État contre le tien, voire ma cité contre la tienne, parce que par rapport aux enjeux de l'atmosphère, du cycle de l'eau, eh bien on se rend compte un peu dans la douleur de notre interdépendance, et même l'épisode Covid le montre, à l'échelle planétaire. Donc quelque part, il y a une émergence assez intéressante en ce moment, une conscience dans la douleur que c'est tous ces enjeux, finalement, climat, biodiversité, mais aussi inégalité, font système. Et que si on continue à avoir des réponses sectorielles, on va complètement rater ce que l'époque nous demande. Donc avoir des réponses synergiques. Et les solutions fondées sur la nature me semblent un excellent exemple de possibles réponses synergiques. Où en même temps, bien sûr, je vais répondre aux enjeux du climat, et tu as fort bien dit à quel point la biodiversité est une pompe à carbone extraordinaire. Et quand on regarde l'histoire de la Terre depuis 3,8 milliards d'années, il y a plusieurs leçons que nous, biométiciens, on tire. Déjà, l'atmosphère primordiale de la Terre, au moment où la vie est apparue, était très riche en gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui a extrait ces excès en tout cas, cette quantité de gaz à effet de serre qui existait à l'époque? C'est bien le vivant, à travers, entre autres, une formidable innovation qui s'appelle la photosynthèse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on parle justement des hydrocarbures, du charbon? C'est qui a extrait ce carbone et qui a permis de créer ces hydrocarbures et ce charbon? C'est bien le vivant. Donc on se retrouve à constater une tendance sur les périodes géologiques qui est plutôt à l'extraction du carbone du flux pour l'enfermer dans le stock, à travers les falaises d'Étretat et à travers les hydrocarbures et le charbon. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, humanité, depuis la seconde révolution industrielle? On fait exactement l'inverse, on reprend ce carbone de stock et on le remet finalement en circulation et on s'étonne que ça provoque, sur très court terme, pas mal de problèmes. Comment s'inspirer finalement des écosystèmes, ce qu'on peut appeler l'écomimétisme, mais aussi jusqu'aux composants de ces écosystèmes, les espèces, pour répondre de manière synergique à ces grands enjeux? Il y a une femme qui s'appelle Janine Benyus, qui est la première à poser cette intention au sein de la bio-inspiration, et c'est ça qu'on appelle le biomimétisme. Donc déjà, premier message que je veux partager avec vous, il s'agit d'éco-conception. Et c'est bien pour ça qu'on est à ProDurable. Il ne s'agit pas juste d'innovation pour l'innovation. Il s'agit de répondre à ces grands enjeux où, petits pas, grands pas, on fait ce qu'on peut. Comment fixer du carbone? Comment fabriquer à température et pression ambiante? C'est le cahier des charges émergent de 3,8 milliards d'années du vivant. Comment faire en sorte que tout déchet produit par l'un, ou presque tous les déchets, deviennent ressources pour l'autre? Et comment faire en sorte que, quand on est dans la collaboration interespèces, humains et autres espèces, on soit plutôt dans la coopération
ou dans la coopétition, ou pire, que dans ce qu'on avait pu nous enseigner comme étant un paradigme qui crée de la valeur avant tout, la compétition. C'est vrai au niveau des espèces, mais au niveau des écosystèmes, c'est avant tout la coopération qui crée de la valeur. Et même au niveau des espèces, les plus grandes innovations du vivant viennent de processus coopératifs. Chose très, très intéressante, il ne s'agit pas ici d'éthique, et j'en parlerai tout à l'heure un peu de l'éthique aussi, qui est une dimension humaine extrêmement importante. Vous mettez des unicellulaires qui, dans une boîte de pétri, donc c'est une boîte de biologistes riche en ressources, eh bien, elles vont se mettre en compétition. Dès que les ressources s'appauvrissent, c'est ce qu'on appelle des amibes, ces petits unicellulaires, eh bien, elles vont se mettre en colonie coopérative, parce que c'est plus logique d'un point de vue même thermodynamique de coopérer plutôt que de se battre et de penser beaucoup d'énergie pour essayer finalement d'acquérir certaines ressources. Dans le biomimétisme, on va s'intéresser à l'écomimétisme au niveau des territoires. Et là, je citerai peut-être effectivement plusieurs aspects on n'appelait pas ça à l'époque solutions fondées sur la nature, mais j'ai eu la chance pour Cousteau de travailler au Soudan, entre autres, dans une zone de la mer Rouge où il y a 450 km de côte. À l'époque, on revenait 50 ans après les premières expéditions Cousteau et on trouve un environnement maritime comme on ne le trouve plus ailleurs, et pour cause, il n'y avait pas eu de développement sur la côte à cause des crises que le Soudan avait connues. Donc des populations de récifs de coraux en excellente santé, des requins encore, alors 90% des populations de requins avaient disparu, et sur la côte, des populations humaines en grand besoin. On était vraiment avec des besoins humains fondamentaux qui n'étaient pas remplis. Ce n'était pas le Darfour, ils n'étaient pas en train de s'entretuer comme au Darfour, mais néanmoins, un pays en crise, on ne peut pas décemment parler de protection de la biodiversité si on ne s'intéresse pas à l'aspect humaniste. Et donc là, bien sûr, sur des années et des années, c'était des années de travail avec les Nations Unies, l'UNESCO, le PNUD par la suite, l'idée était de mettre en place un nouveau type de parcs nationaux qui fait bien le lien entre services écosystémiques, protection de la biodiversité des écosystèmes remarquables et réduction de la pauvreté. Et d'autant plus que dans cette zone, il y avait une baie, la baie de Dunganab, où on a trouvé des coraux qui résistaient à de hautes températures, haute salinité. Ce qui risque d'être aussi un petit peu des conditions avec le blanchiment des coraux. Pour ceux qui ont entendu parler de ça, dès qu'il y a des augmentations trop fortes de température, les coraux perdent leurs algues symbiotiques et peuvent mourir au bout d'un certain temps. Là, on avait un réservoir pour l'avenir, quelque part, de coraux déjà adaptés à des conditions assez extrêmes. Et c'est grâce à l'évolution dans cette zone qu'ils sont là. Donc, quelque part, on lit qu'il y a beaucoup d'espèces du fond des mers qui pourraient justement nous apprendre un certain nombre de mécanismes du vivant, d'adaptation assez extraordinaires. Absolument, absolument. Et on se rend compte, on parlait des mangroves tout à l'heure, si je prends une étude récente de l'initiative française pour les récifs de coraux, on a une estimation, je crois, de 1,3 milliard d'euros par an d'équivalent en services écosystémiques, si on leur donne une métrique financière, pour 9 collectivités d'outre-mer françaises. En Guadeloupe, si je prends l'exemple des mangroves toujours, c'est l'équivalent pour le stockage de carbone de 530 000 tonnes par an, d'équivalent CO2, pour à peu près une valeur économique de 10 millions d'euros par an, juste pour la Guadeloupe, pour une mangrove. Et sur l'île de Saint-Martin, où j'ai eu la chance il y a quelques années avec Caroline Gervais de faire, juste après Irma, en fait, toute une approche où on essayait de faire une alliance justement entre besoins humains fondamentaux et adaptation au changement climatique. Et là, dans leur cas, c'était un ouragan avec les vitesses qui atteignaient celles d'un TGV à pleine vitesse. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste. Néanmoins, dans les zones où vous avez eu des mangroves en bon état ou des récifs de coraux en bon état, les dégâts étaient beaucoup moins importants que dans les zones où elles avaient été enlevées pour des raisons urbanistes, de développement du tourisme, etc. Je citerai, je suis un petit peu long, vous n'hésitez pas à m'arrêter, tu sais comment je suis passionné par tous ces sujets. J'ai demandé 5 minutes de plus parce qu'on est rentré extrêmement en retard. D'accord, n'hésitez pas néanmoins mais on est obligé d'accélérer un peu. Oui, donc très rapidement, on a un projet sans aller jusqu'aux Caraïbes. On a un projet donc en Biovallée de la Drôme. Très intéressant le cas de la Biovallée parce qu'en fait, dans les années 80, la rivière Drôme était un véritable dépotoir, c'est eux-mêmes qui le disent. Et en 87, il y a eu une volonté de l'intercommunalité d'essayer de transformer finalement cette situation qui n'était vraiment pas désirable en quelque chose de plus souhaitable. Ça a été le premier d'ailleurs contrat SAGE, contrat de rivière, qui a fini, je vous fais l'histoire courte, par rénover, complètement renaturer, redonner une dimension d'écosystème fonctionnel avec retour des poissons, retour des loutres, retour du castor dans cette vallée. Et c'est devenu en fait un enjeu économique extrêmement intéressant par rapport au tourisme, par rapport à l'utilisation quotidienne qu'en font aussi les habitants. Et en fait, on voit qu'au-delà des frontières politiques, il y a quelque part une cohérence écologique.
une cohérence écologique qui se dégage dans la notion de territoire. Et donc il y a un projet qui s'appelle BioVallée avec un laboratoire qui est un programme de recherche action transmission qui s'appelle Territory Lab, où on expérimente finalement de nouvelles formes d'alliance avec le vivant en utilisant ce qu'on appelle les principes du vivant, des principes stratégiques qui semblent émerger de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, avec donc l'idée de maximiser ce qu'on appelle donc les réponses synergiques, bon pour les écosystèmes et les autres espèces et bon pour l'humain. Je finirai en disant simplement, la métrique financière n'est peut-être pas le seul juge de paix et je pense qu'il faut faire attention à ça, même si c'est très bien pour commencer. Je pense que la poésie, je pense que l'art a aussi son rôle à jouer. Et quand on parlait des ingénieurs qui s'intéressent au biomimétisme, c'est extrêmement intéressant de voir comment, au départ, on a une vision utilitariste du vivant, d'ingénierie, et qu'au fur et à mesure où on explore le vivant, il y a l'émerveillement qui arrive. Il y a le lien du cœur. Il y a l'envie de protéger ce que l'on aime, comme disait le commandant Cousteau, les gens protègent ce qu'ils aiment. Donc cette question-là aussi, elle est au cœur des enjeux de notre époque. Merci. Et du coup, cette question finalement que tu poses, qui est la question de la santé commune, aujourd'hui, vous œuvrez justement à la formation des collectivités et des entreprises pour aller effectivement dans tout le sens que tu viens de dire, à la fois recréer ce lien avec le vivant, à la fois ce lien intellectuel, opérationnel, pragmatique, mais recréer un lien plus viscéral dans cette idée de la santé commune. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des exemples de ces initiatives de formation des collectivités que vous avez pu mettre en place, parce que c'est fondamental? Je parlais de la BioVallée, justement. Donc, depuis 3 ans, on sait un peu de l'expérimentation. On travaille avec l'Adréal, entre autres, et puis toute l'équipe de Territory Lab sur justement cette dimension du lien au territoire et de passer, ça vient de nos amis de la BioVallée, du paysage au paysage. Oui. Et donc il y a l'idée vraiment, puis sage en plus étant lié au bassin versant et à la gestion de l'eau. L'idée étant d'expérimenter, et le CBio c'est partie prenante de ça à travers des témoignages qui ont été donnés dès l'origine, ce que l'on pourrait appliquer à l'échelle d'un territoire, justement comme stratégies qui viennent de l'observation des systèmes naturels. Par rapport à la résilience, qu'est-ce qu'on entend par des stratégies de résilience en période de crise? Qu'est-ce que une forêt qui a l'habitude, par exemple, d'être confrontée à des épisodes de feu, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une forêt sera capable de s'auto-réparer, de s'auto-reconstruire, ou qu'est-ce qui fait qu'au contraire, on va franchir un seuil et ça ne sera plus une forêt, ça sera autre chose, même chose pour un récif. Quel est le rôle de la diversité comme filet de sécurité par rapport au changement? Mais aussi la dimension humaniste. Vers quel futur souhaitable essayons-nous de nous diriger? Est-ce qu'on est là à subir simplement et à se dire reconstruisons comme avant, parce que finalement on est dans ce que Spinoza appelait les affects tristes, la peur, ils ont leur rôle à jouer, ça nous donne une information aussi, mieux vaut ça que l'indifférence. Ou est-ce qu'on est dans les affects joyeux et on essaye de réfléchir ensemble, même si c'est difficile, à là où on aimerait être? Et sur un territoire, ça veut dire en parler d'abord beaucoup, avec beaucoup d'acteurs. Et notre modeste rôle, c'est de donner des stratégies du vivant pour voir comment on peut peut-être accélérer ces transitions vers les futurs souhaitables. Je te remercie infiniment. Donc on a besoin d'un récit collectif partagé, d'un nouvel imaginaire pour faire en sorte que toutes ces premières expérimentations deviennent finalement la norme et la tendance qui nous poussera vers un futur plus désirable et plus souhaitable. Bettina, si tu veux peut-être porter la phrase de conclusion. Oui, enfin toutes les deux. Moi d'abord, merci beaucoup à tous les deux. Moi je suis ravie que les mots d'acculturation, de culture, etc. aient été prononcés parce que je crois que, vous savez, c'était le 4e pilier du développement durable à la conférence de 92 et peu à peu on l'a oublié. Et donc ça c'est très important. Je voudrais dire que moi j'ai été ravie que le Comité 21 organise avec CBio et toi cet atelier. 2 petites conclusions en forme de ce que j'espère être de l'humour. C'est épouvantable quand on t'annonce ça, évidemment personne ne rit après. On est quand même arrivé à ne pas prononcer le mot Covid pendant 2 heures. Donc ça, je suis très fière parce que ça prouve qu'on regarde en avant. Ça, c'est la première chose, malgré quand même toutes les connotations avec les zoonoses, etc. Et la deuxième chose, c'est que à travers ce qu'on a dit, le mot territoire est un maître mot. Alors je sais qu'il est aujourd'hui très politiquement exploité et utilisé, mais je pense que c'est véritablement la base au niveau de la biodiversité. Et nous, au Comité 21, nous militons pour que le projet de loi
qui s'appelle le projet 3D, déconcentration, décentralisation, etc., soit un projet 5D, c'est-à-dire qu'on y ajoute le développement durable dans toute son acception. Et il est absolument impossible aujourd'hui de faire des politiques de territoire sans réconciliation, conciliation de l'homme et de la nature, et donc par conséquent le regard sur l'adaptation des conditions de vie actuelles à la nature. Et ça, vraiment, je suis sûre qu'on sera d'accord là-dessus. Merci de votre attention. Merci à tous.